m'avez manqué. Je vais ce soir vous faire désirer et aimer la République. La bête de l'événement est là. La République, c'est moi! Je vous demande de vous arrêter. Non, il ne faut pas tomber dans un extrémisme extrême. Non, je viens avec courtoisie, mais avec courtoisie. Bien sûr. Ce que vous proposez comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali, excusez-les. Calme! Au secours! Voilà, c'était un peu l'envie de vomir sur ses ordures. Enfin, pardon. Vous êtes sur Radio Courtoisie. Bonjour Christian Convert, bienvenue sur Restons Courtois, sur Radio Courtoisie. Vous êtes secrétaire général de la coordination rurale, vous êtes agriculteur en Savoie et nous vous recevons aujourd'hui pour parler de cette épidémie d'abattage, si j'ose dire, de la manière dont le gouvernement français a décidé qu'il y avait une seule manière de traiter les épidémies, et notamment la dermatose nodulaire contagieuse des bovins, une maladie qui nous vient d'Afrique depuis le début de l'été 2025. Et évidemment, la coordination rurale assiste avec beaucoup de stupeur, de tristesse, d'énervement à la manière dont le gouvernement français décide que la seule manière de prévenir l'épidémie et l'abattage systématique de tout le troupeau, sans distinguer entre les bêtes en bonne santé et les bêtes malades, sans véritablement aider les agriculteurs, ni avant dans la prévention, notamment je crois que les vaccins ne sont pas distribués ni offerts, ni après, c'est-à-dire on considère que les animaux de ces petites exploitations, car on ne parle pas d'une ferme des 1000 vaches, ni d'une ferme des 3000 vaches, on parle de troupeaux qui font 60 à 80 bêtes, c'est pas du tout une agriculture intensive, ce sont des exploitations familiales et les personnes voient des bêtes qu'ils connaissent depuis 2 ou 5 ans, des troupeaux qui existent depuis 20 à 30 ans, être éliminés du jour au lendemain, voilà, parce que le préfet en a décidé. Est-ce que j'ai correctement résumé la situation ou pas ? Oui, bonjour. Oui, vous avez résumé. Dès le départ de cette maladie, c'est vrai qu'elle n'était pas en Europe. Donc, quand on a eu le premier cas, il a fallu que ça tombe sur notre département. Donc, on a découvert, en même temps que la ministre, c'est sûr que c'était pas marrant, on va dire les choses comme ça, puisque on a connu d'autres épidémies, d'autres maladies. On sortait de la FCO l'année dernière, depuis plusieurs années. Donc on pense toujours que ça va mieux et arrive cette nouvelle maladie. Bon, une nouvelle maladie sur le continent européen, mais néanmoins elle est connue quand même. Elle était connue dans les pays d'Afrique. Le protocole tel qu'il a été, quand c'est arrivé, la ministre, on l'avait vu nous, le jour même. Donc c'est sûr, elle nous a dit, on sait pas trop comment ça va se passer puisque la France n'avait pas de vaccin. Donc devant cette peur, on va dire quand même, il fallait bien réagir. Donc la ministre, elle a dit qu'elle laissait quand même continuer à fabriquer le lait puisque on était dans une région laitière et qu'elle mettrait le produit pour l'instant sous réserve en attendant la suite, voir si on devait détruire après les produits. Mais disons qu'elle laissait continuer à fabriquer. Et donc, dès la première semaine, malgré tout, l'affolement était beaucoup plus grand puisqu'on nous disait que la maladie pouvait se transmettre de bête à bête. Voilà. Donc là, tout le monde a pris peur, surtout les éleveurs, puisqu'on s'est dit, si c'est comme ça, dans 2 ou 3 mois, on n'a plus une vache dans le département. Voilà. Et au fil des jours, les choses ont progressé quand même. Donc les vaccins, du coup, sont arrivés plus vite que prévu. En 15 jours, en gros, on a eu les vaccins. Mais le protocole d'abattage tel qu'il a été défini immédiatement par la ministre, c'est là qu'on a marqué notre opposition, on va dire, puisque tout ça dépend d'un règlement européen. Et le règlement européen indique très bien qu'il faut prendre des mesures, ça c'est sûr, mais la mesure, elle a pris la plus radicale possible, l'abattage total, alors qu'il fallait la mesure à prendre qui était possible, c'était l'abattage des animaux gravement malades, tel que défini dans le texte européen, avec le protocole après de vaccination. Donc, tant qu'il n'y avait pas le protocole de vaccination, à la limite, ça pouvait s'entendre. Mais dans la mesure où les vaccins sont arrivés, là, on n'était plus d'accord de continuer cet abattage total. On n'est pas d'accord pour plusieurs raisons. Les vétérinaires, un certain nombre quand même, étaient comme nous, étaient quand même dubitatifs. Les animaux n'étaient pas tous en danger de mort, puisque ça touchait quelques animaux par exploitation. Et nous, ce qu'on disait, c'est que face à ça,
il fallait qu'on garde des troupeaux témoins. Hein. On avait un certain nombre de troupeaux qui étaient tous dans les étables, hein, qui étaient donc confinés. Tous ceux qui avaient cette possibilité-là l'ont fait dès le premier jour. Dès le premier jour, dans des bâtiments ventilés. Sachant que l'insecte, c'était un insecte piqueur qui pouvait transmettre d'animal à animal, chacun avait pris le maximum de précautions avec les produits qu'on peut mettre sur les animaux pour empêcher les mouches. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Obligation d'abattage total dès qu'un animal dans un troupeau était détecté positif. Et là, nous, ce qu'on a dit, on a dit, attendez, ça va pas, puisque l'éleveur, c'est bien le premier qui voit son animal malade. Dès qu'il a un doute, et quand c'était comme ça, on avertissait immédiatement. Mais ce qu'on a demandé, c'est qu'on a dit, écoutez, quand on a un animal sur un troupeau, on avait un troupeau d'une centaine de bêtes pour le coup, on a dit, on voudrait des tests sur l'ensemble du troupeau. Et ça, on nous l'a interdit. Dès qu'il y avait un animal malade, un vétérinaire n'avait plus le droit de venir sur l'exploitation pour soigner quoi que ce soit, puisque de toute façon, dès qu'on avait un animal positif, c'est la on n'avait meilleure. Pas droit à la contre-expertise. C'est fou. Ce qui est assez grave, pas droit à la contre-expertise, et c'était l'abattage obligatoire. Donc on s'est opposé à ça par tous les moyens, on va dire. Et après, sachant que les troupeaux qu'on bloquait à l'abattage étaient des troupeaux qui étaient dans les bâtiments, donc ils ne faisaient courir aucun risque à d'autres collègues, puisque c'est sûr que pour tout éleveur, il faut qu'on maîtrise la maladie, il ne faut pas qu'on fasse prendre de risques aux collègues, là-dessus on est bien d'accord, il faut qu'on essaye d'arriver par le meilleur moyen à la sortie. Et on est devant des choses qu'on ne connaît pas vraiment, puisque toutes les études sont des études qui sont extra-européennes, puisque cette maladie n'était pas connue. Donc les vétérinaires étaient comme nous, dans certains cas, ils disaient, mais il faut nous laisser 2 ou 3 troupeaux tests pour voir l'évolution de la maladie dans le temps, puisqu'on sait que ça doit se passer normalement, si un animal on lui transmet la maladie, dans les 15 jours, il doit avoir des réactions qui sont très significatives. On voulait voir comment se développait l'auto-immunité, puisque dans toutes les maladies, il y a une auto-immunité qui se développe. Et ça, on s'y interdit. Enfin, on va dire que c'est les reproches qu'on a fait à la ministre. On lui dit, écoutez, et même les vétérinaires, puisque au niveau scientifique, ils ne sont pas tous alignés sur le même protocole, on a dit, mais pourquoi vous vous interdisez ça, sachant qu'on ne fait courir de risque à personne et que scientifiquement, on est bien obligé d'évoluer. On ne peut pas imaginer, et c'est ce qui va se passer, on va sortir de la maladie, c'est ce qu'on peut penser, on va sortir de la maladie là vers l'automne, puisqu'on arrive vers l'hiver et que maintenant on a des températures, chez nous pour le coup, qui commencent à être négatives. Donc il n'y a plus ce problème de mouches. Mais qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine, puisqu'on sait qu'une maladie n'est jamais totalement éradiquée et qu'elle revient. Oui, voilà, pardon. donc... Pardon, Christian, je suis Virginie, j'aime beaucoup les vaches. Et donc, j'ai quelques questions à vous poser. Notamment, vous parlez d'une mouche. Donc, est-ce que c'est une mouche de nos contrées ou est-ce que c'est une mouche qui est venue d'Afrique ? Si on ne peut pas étudier la vache malade, est-ce qu'on peut au moins étudier la mouche ? C'est ce qui me fait penser à ce film très beau d'ailleurs que j'avais beaucoup aimé, La Mouche de Cronenberg, oui, Cronenberg. Mais bon, elle ne transforme pas la vache jusqu'à présent, sauf à la mener à la mort alors qu'elle n'est pas malade. Mais est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette mouche ? Non, mais la mouche, voilà, il faut que ça soit un insecte piqueur. Donc, ça fait. Il y a pas une mouche. Insectes. C'est les tans. Oui. C'est un tan ou c'est une mouche qui pique. Il faut que l'animal soit malade, que la mouche ou que le tan pique cet animal et pique un autre animal dans l'heure qui suit, puisque apparemment ça a l'air d'être prouvé scientifiquement que l'insecte n'est pas porteur plus d'une heure. Donc il faut qu'il y ait ces 2 paramètres-là pour qu'il puisse transmettre. Quand même. Quand on n'a plus de mouche, on va dire que ça arrête à se transmettre. Ça ne se transmet pas d'animal à animal. Et pas à l'homme. Et pas à l'homme. Voilà, et surtout pas à l'homme. Donc c'est pour ça qu'au départ, on s'est aussi énervé, puisque on peut comprendre ça. Tout éleveur comprend ça, et on est formé de ça dès avant notre installation en agriculture, qu'une maladie qui se transmet à l'homme, effectivement, le protocole d'abattage, il est total. Il faut éviter la maladie qu'elle se transmette à l'homme. Ça, on est bien d'accord. Mais là, là, c'est ce protocole qui a été adapté, pas parce que la maladie est transmissible à l'homme, parce que la maladie
est d'origine africaine et que c'était le protocole qui a été arrêté à ce moment-là. Mais alors, donc, voilà. Ce protocole, donc c'est un protocole européen. Quand on regarde un peu ce que disent les journaux, d'Afrique, parce que ça vient d'Afrique. Ça vient d'Afrique, et c'est un protocole donc mis au point par l'Union européenne. Il y a eu une petite épidémie en Sardaigne, il y a eu une épidémie dans les Balkans. Et autrement dit, d'autres autorités qui dépendent de l'Union européenne ont adopté des tactiques différentes de celles du gouvernement français, qui expliquent que pour éradiquer le virus, j'emploie les mots du ministère, il est nécessaire de dépeupler totalement comment s'appelle les troupeaux où il y a un cas qui s'est présenté. Donc on se rend compte que il y a d'autres tactiques possibles, et on a l'impression qu'une fois de plus, une fois que le gouvernement français, avec son administration, a adopté un parti pris, quelles que soient les solutions que présentent les éleveurs, comme ce n'est pas ce qu'a décidé le gouvernement, ça devient une question de principe, pas question de revenir en arrière. On abattra, on dépeuplera systématiquement les troupeaux. Ça s'est passé en Savoie. L'épidémie a l'air d'être effectivement endiguée. C'est en train de repartir dans les Pyrénées. Et là, les troupeaux sont en train d'être abattus au moment où nous parlons, en tout cas la semaine dernière. Il y a donc une espèce de blocage à la fois scientifique, administratif et social de la part du gouvernement, non ? C'est tout à fait ça. Ce blocage-là, il est arrivé dès le premier jour, puisque la ministre nous a bien dit clairement, elle a dit, écoutez, moi je ne suis pas scientifique, je vais écouter mon entourage et mes conseillers, épidémiologistes et vétérinaires. Et donc, ils ont pris ce parti pris. Voilà, mais sachant quand même que les choses sont documentées, nous, on n'est pas sur un avis syndical, malgré ce qu'on peut des fois nous rétorquer. On a aussi des scientifiques de très haut niveau, un directeur de recherche au CNRS et tout, qui sont alignés sur nos positions, puisque c'est documenté, ça. On sait qu'une maladie est aussi facile à maîtriser par le biais d'abattage sélectif que par le biais d'abattage totaux. Voilà, donc la ministre, elle a pris cette position au départ. On était en désaccord avec elle. Elle ne changera pas tant qu'une nouvelle décision nationale sera prise par ce qu'on appelle le CNOPSAP, qui est l'autorité sanitaire qui réunit tout le monde au niveau national. Voilà. Et mais aujourd'hui, il y a plusieurs paramètres qui rentrent en ligne de compte. Il y a le problème du coût. Comment on va pouvoir indemniser les éleveurs. Donc ça a été très difficile de faire indemniser déjà la partie bovin. On est en train de le faire pour que les éleveurs puissent racheter. Donc quand on prend une décision, derrière, il y a un coût que l'État doit assumer. Puis, il n'a pas demandé l'avis aux éleveurs pour venir, c'est par arrêté préfectoral, menace et tout ce qu'on veut, on vient leur saisir les bêtes. Bon, derrière, normalement, logiquement, il faut les payer. Payer les bêtes ne suffit pas, puisque quand on n'a plus d'animaux pendant plusieurs mois, et pour reconstituer un troupeau, ça dure des années. Donc, on est légitimement en droit de demander une perte de faire indemniser une perte d'exploitation pour que les éleveurs redémarrent. Et là, on rentre quand même dans des calculs où le gouvernement nous dit ça va commencer à faire cher. Ah oui, mais bon, il fallait peut-être y réfléchir avant. Pardon, je vous coupe. Est-ce que justement, c'est pas ça la façon de formuler pour essayer de passer à l'abattage sélectif? Ça doit coûter beaucoup moins cher en indemnisation du sélectif, puisqu'on tue que les bêtes malades. Il n'y a pas que le coût là, puisque ce coût-là, il pourrait être contesté en disant, on nous raconte des choses qui sont aussi contestées par les vétérinaires. On sait, nous, on dit, dans les bêtes qu'on a tuées, il y en a plus de 95% qui n'avaient rien, et eux nous indiquent qu'il peut y avoir des porteurs sains. Mais tout ça peut s'analyser aujourd'hui. On ne peut pas dire qu'on ne sait pas, puisqu'on arrive à savoir, à déterminer si la maladie, par exemple, vient du vaccin ou vient de la souche sauvage. Donc, ça veut dire qu'on est en capacité d'analyser. Et nous, c'est ce qu'on demande. Voilà. Alors maintenant, on va dire que ça, pour moi, c'est en train d'évoluer quand même dans les esprits jusqu'au niveau du ministère, puisque nous, aujourd'hui, on est en train de repeupler. Donc, on est en train de repeupler avec tous des animaux vaccinés. Voilà. Donc, la question, moi, je l'ai posée directement à la ministre. J'ai dit, écoutez, dans tous les animaux, les éleveurs sont en train de remettre les animaux. Imaginons que dans 2 mois, dans les bêtes qui arrivent, il y en a une qui soit positive. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'on fait? Puisque jusqu'à maintenant, chaque fois qu'un animal positif
apparaissait, même dans un troupeau vacciné, c'était l'abattage. C'était l'abattage. Alors que nous, on n'est pas d'accord avec ça, puisque au-delà des 28 jours, l'effet du vaccin est total. Donc, pourquoi on continue d'abattre? Alors, jusqu'à maintenant, on continuait. Donc, la ministre nous dit, effectivement, maintenant, je vois plus l'intérêt. Donc, ça veut dire quand même d'abattre dans un troupeau vacciné. Donc, ça me semble relativement une avancée. Et nous, c'est ce qu'on demande, c'est une réunion à nouveau au niveau national pour bien mesurer tous ces paramètres, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et donc, on a aussi des éléments supplémentaires. Par exemple, il y a des éleveurs qui veulent se prémunir. Et on va prendre l'exemple de la Corse. La Corse a dit, nous, on a trop de risques, on est proche de la Sardaigne, on fait du commerce avec, et nous, on demande la vaccination préventive. Et ils l'ont obtenue. Donc, ça veut dire qu'eux, ils n'abattront pas d'animaux vaccinés. Donc, c'est une avancée. Donc, dans la mesure où ils l'ont obtenue, aujourd'hui, on a de nombreux éleveurs sur le territoire français qui nous disent, nous, on ne veut pas prendre le risque, on a vu ce que vous avez vécu, on va attaquer vers une nouvelle année, puisque là, on va dire, logiquement, vers l'hiver, la maladie devrait se calmer. Si ça redémarre au printemps et que ça redémarre ailleurs, on pense on va être très mal. Donc, ils souhaitent la vaccination préventive durant l'hiver pour ne pas avoir à abattre au printemps. Parce que si jamais ça redémarre au printemps, je pense que ça sera plus sous contrôle, c'est plus possible. Oui. Et pardon, Christian, est-ce que par hasard vous n'avez pas décelé d'effets secondaires du vaccin? Si on vaccine toutes les bêtes pendant l'hiver, est-ce qu'il n'y aura pas vous savez, hein, ça arrive aussi que les vaccins apportent de mauvaises... Non, moi, je pense qu'on est assez confiant, puisque moi, je fais partie des troupeaux, j'étais dans la zone, on n'a pas été touché directement sur notre élevage, mais on a été dans la zone où on a été entièrement vacciné. On va dire qu'il y a eu très peu d'effets secondaires de type avortement. Oui. Bon, après, les effets qu'on a, c'est que c'est un vaccin vivant, donc effectivement, ça sort des animaux avec tous les signes de la maladie. Oui. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on voit, c'est ce qui fait peur un peu aux éleveurs. Donc, je vais vous dire, on se dit, oui, aïe, aïe. Parce qu'en fait, ils transmettent la maladie, le vaccin. Oui, enfin, c'est le principe même du vaccin. C'est une forme atténuée du virus qui est inculquée pour que les anticorps puissent se développer. Oui, mais si les anticorps ne se développent pas. Oui. Mais sauf que là, c'est pas un vaccin avec ARN rétroactif en double aveugle. Oui. Hein, c'est un vaccin classique. Oui. Et c'est pour ça que je demande, comme il est très récent, est-ce qu'il fonctionne bien? Et qu'il va bien fonctionner pour le printemps? On va dire apparemment, le vaccin a l'air d'être au point, ça me semble. Bon, sinon, ça serait grave quand même. Bon, alors c'est sûr que les animaux, quand ils sont revenus ils sont revenus avec tous les signes. Normalement, il y a eu des analyses de fait, et là, on nous disait, on sait si c'est dû au vaccin, si la souche est due au vaccin ou si l'animal est porteur. Mais après, voilà, quand c'est comme ça, on établit un manque de confiance, une perte de confiance entre l'éleveur et le vétérinaire, on va dire, et avec les autorités, et c'est là que c'est grave. Et c'est pour ça que nous, on dit que l'abattage sélectif aurait été beaucoup plus positif, parce que vous imaginez quand même qu'un éleveur qui a une bête, je vais dire quel que soit le niveau, hein, mais si en plus il a au-delà de 100 bêtes, s'il a un animal qui voit qu'il a les signes, mais écoutez, il hésite, à mon avis, à plusieurs fois avant d'appeler son vétérinaire. Vous m'étonnez, oui. Voilà, donc il va dire plutôt j'élimine mon animal. Voilà. Et là on dit voilà, c'est comme ça que ça se retourne en fait contre tout le monde, puisqu'en fait ça serait beaucoup plus logique que si on est à l'abattage sélectif, les éleveurs disent immédiatement voilà le problème, voilà ce que j'ai, parce que c'est l'éleveur qui voit l'animal le premier. C'est personne d'autre, c'est pas le ministre, c'est pas le vétérinaire, c'est l'éleveur qui appelle. Et si l'éleveur n'appelle pas, effectivement ça ne se sait pas. Donc c'est pour ça, on dit le traitement comme il est là, ça va pas. Comme le protocole, puisqu'on nous dit c'est le protocole. Voilà. Mais au nom du protocole, il faut qu'on arrête de faire n'importe quoi. Est-ce que vous pouvez nous rappeler combien d'exploitations étaient touchées et dans quel département? Et ça fait combien de bêtes abattues en fait? Je ne les ai pas toutes en tête. Dans notre département, c'est autour de 47 élevages, je crois. Donc en Savoie. Dans les Savoie, dans les deux départements. Ah. Pour 1700 bêtes. Abattues. Pour 1700 bêtes. Voilà, c'est quand même chez nous qu'il y a eu le plus gros du paquet au départ. Oui.
bon, on est quand même sur des élevages de taille moyenne, très moyenne. C'est évident que si ça touche d'autres régions avec des élevages, on a des élevages dans d'autres départements à 5 ou 600 bêtes, hein, ça existe, c'est pas des élevages industriels, hein, des exploitations de ce niveau-là. Si jamais ça commence à toucher celle-là, notamment dans les élevages viande, je vais vous dire que ça va être une catastrophe pour toute la filière. Donc, c'est pour ça. Alors, l'enjeu au départ, il n'était pas sanitaire, hein, c'était pour partie sanitaire, mais le principal enjeu était d'ordre économique, puisque la France devait, pour garder son statut indemne, devait prendre des mesures. Donc, c'est les mesures radicales que la ministre a prises. Elles auraient pu être, elle aurait pu garder, la France, son statut indemne si la ministre prenait les mesures d'abattage sélectif avec la vaccination. Donc, voilà. Alors aujourd'hui, comme c'est fait, on ne peut pas vacciner, on ne peut vacciner que si on est dans une zone où on a un animal touché. Christian, reculez-vous un tout petit peu parce que là, voilà, parfait. Là, maintenant, on vous voit en entier, c'est beaucoup mieux. Si on a un animal positif dans une région, on vaccine les 50 km autour. Ouais. Par contre, c'est soit obligatoire dans ce cas-là, soit interdit si vous êtes en dehors de la zone. Et c'est pour ça que les agriculteurs aujourd'hui sont vraiment interpellés, puisqu'ils se disent, bon, nous... on voit ce qui s'est passé chez vous, on préfère vacciner et on étudiera comment va se passer l'exportation. Parce qu'on nous disait que l'exportation était interdite pour tous les animaux vaccinés. Ça, c'est le protocole européen. Mais c'est moins vrai, puisqu'aujourd'hui, plusieurs régions sont rentrées dans cette vaccination. Nos partenaires, que sont l'Italie et l'Espagne, qui sont aussi touchés, ils disent, à vrai dire, nous maintenant, on préfère acheter des animaux vaccinés, puisqu'on sait qu'on aura moins de risques. Donc, l'aspect commercial d'exportation n'est plus le même qu'il était au début de la maladie, plus le même qu'il était au mois de juillet. Donc, ça mérite d'être vu. Pour nous, ça mérite d'être vu avant le printemps, et c'est ce qu'on a redemandé à la ministre. Voilà. Donc, vous voulez dire d'étendre la vaccination au-delà des 50 km? Eh oui, nous on dit qu'il faut étendre la vaccination à ceux qui le demandent, comme ça s'est passé en Corse. Ouais. Il y a des éleveurs dans toutes les régions qui demandent, donc à voir comment tout ça pourrait se mettre en place et étudier les conséquences par rapport à l'exportation, puisque maintenant que les choses sont établies, ça mérite d'être discuté. Mais on pense que les éleveurs disent, c'est pas possible. Nous, on préfère avoir la vaccination et voir ce qui va se passer en termes d'exportation. Mais on ne peut pas accepter de devoir éliminer notre troupeau totalement. Voilà. Parce que là, pour le moment, l'alternative qui est posée, c'est vous n'avez pas accès à la vaccination tant qu'il n'y a pas un cas de dermatose nodulaire contagieuse des bovins qui s'est déclaré chez vous, mais néanmoins, on suspend toutes les exportations de bovins. Donc il y a à la fois une perte économique et il y a une décision qu'on ne comprend pas. Parce que le fait de vacciner préventivement, pourquoi est-ce que le ministère n'est pas d'emblée d'accord ? Parce que c'est le protocole, on appelle ça parce que c'est le protocole. Tant qu'il n'aura pas été revu au niveau national, au niveau de cette fameuse instance CNOPSAB, là où il y a tous les acteurs, si le CNOPSAB prend cette décision, l'application sera celle-là et le ministère la respectera. Mais qu'est-ce qu'ils attendent ? Qu'est-ce qu'ils attendent ? Chaque jour suffit à peine, comme on dit. Hein. Écoutez, il y a eu ce problème gouvernemental aussi où les ministres ne savaient pas s'ils allaient être maintenus et pour combien de temps. Donc, je pense que ça compte aussi dans l'avancée des décisions. Mais aujourd'hui, nous, on l'a demandé. Je pense qu'il faut mettre ça sur la table parce que ça va de pair avec l'histoire des indemnisations. Parce que si on s'aperçoit que l'État n'est pas en mesure de payer ce qu'il oblige à faire, de tout détruire, la question, elle est vraiment posée. Là. Elle ne devient plus rien que d'ordre sanitaire, elle est d'ordre économique pour chaque exploitation. Et politique. Politique, oui. Moi, ça me fait penser au rapport de la Cour des comptes qui dit qu'il faut de toute façon baisser le cheptel parce qu'on pollue avec vos vaches polluent, cher ami. Donc, est-ce qu'il ne serait pas en train de déguiser cette diminution du cheptel bovin tel qu'il a été préconisé il y a 1 an et demi par la Cour des comptes? Je me pose la question comme ça. Hein. Oui, écoutez... ça, c'est politique.
Vous n'êtes pas la seule à vous la poser. Ah. Nous, on se l'est posé assez vite au début, mais on se dit on ne peut pas croire ça. Parce que si jamais c'en est là, c'est vraiment ce qu'on appelle du machiavélisme. Oui. Parce que ça serait grave. Bon, moi, je ne peux encore pas à ce stade croire ça. Mais quand on en est à dire, effectivement, même si c'est vacciné, vous devez continuer de tuer, vous devez continuer d'abattre, là, on peut rejoindre la position que vous décrivez. Là. Mais c'est par rapport à ça que je vous le dis. Hein. Si vous arrivez à convaincre Annie Genevard, qui est la ministre, faut la citer quand même, moi je l'ai toujours senti proche plutôt du monde agricole. Si elle change pas sa position et qu'elle dit pas à l'instance là bizarre dont vous nous parlez de passer à votre préconisation d'étendre le vaccin et de faire du sélectif, de l'abattage sélectif, là effectivement il faudra y voir autre chose. Je voulais vous poser une question justement sur ces indemnisations, parce que on se retrouve avec ces vaches abattues par précaution, ce dépeuplement, selon le terme officiel, exactement dans le cas par exemple de l'indemnisation des moutons dévorés par les loups. C'est-à-dire que le gouvernement considère que ce que l'agriculteur perd quand une brebis a été dévorée par un loup, c'est le prix de la bête si elle avait été vendue en viande de boucherie. Et là, on nous dit, toujours la communication officielle du gouvernement, en plus d'une indemnisation pour chaque animal du foyer dépeuplé, la période d'improductivité de l'exploitation est également indemnisée, avec une faute d'orthographe, selon les critères définis par l'arrêté du 17 juillet 2025, modifiant l'arrêté du 30 mars 2001, fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration. Donc là, une vache est abattue, 80 vaches sont abattues, on vous les achète au prix de la boucherie sans se rendre compte qu'effectivement, en fait, un troupeau, ça se constitue peu à peu. On a bien sûr des vaches reproductrices, que en fait, c'est sur 5, 10, 15 ans qu'on constitue un troupeau, qu'il y a un roulement des générations, que certaines des bêtes partent à la boucherie, que les autres sont utilisées à la reproduction pour avoir d'autres vaches, d'autres veaux, etc. Et donc, tout cet aspect économique a l'air d'être complètement ignoré par les barèmes d'indemnisation du gouvernement. Oui, tout à fait. L'indemnisation, donc voilà comment ça se passe. Pour être précis, donc quand l'arrêté d'abattage est pris, ça vient des experts, pour le coup, qui sont désignés, qui dépendent des instituts d'élevage. L'expertise, elle est correcte à ce moment-là, puisqu'elle permet bien le prix de rachat. Voilà, donc l'expertise, on va dire, une vache laitière, pour la racheter, il y a l'aspect génétique derrière qui est pris en compte. Donc on va dire, je vais vous donner un chiffre moyen. En gros, l'animal est estimé à 3 000. C'est le prix de rachat d'une vache laitière de très bon niveau. Sauf qu'effectivement, quand on arrive, ça c'est l'expertise, quand on abat. Donc l'éleveur, il peut s'attendre à ce qu'il va toucher le prix de l'expertise. Oui. Et puis quelques temps après, il reçoit un arrêté qu'on lui dit, en fait, non, c'est pas l'expertise qui compte, puisqu'il y a un barème tel que vous venez de le citer, qui est de 2001, et qui a le barème, il fixe pas à 3 000, mais à 2 000. Ah bon? Premier point, là, on dit, mais on vous a jamais dit que le prix que vous serez payé, c'est le prix de l'expertise. Ça a été premier combat avec la ministre. Je vous interromps juste parce que là, il y a vraiment une espèce de mensonge par omission gouvernementale qui est absolument fabuleux. Parce que dans les petits panneaux qui sont distribués sur Internet où on nous explique à quel point le gouvernement est remarquable, on nous dit « 2 experts indépendants sont chargés d'évaluer la valeur de remplacement de chaque bovin en fonction de son âge, sa génétique, son potentiel de production ». Donc, pour les crétins comme moi qui ne sont pas éleveurs, on a l'impression que le gouvernement fait bien les choses. Parce qu'on nous dit qu'effectivement, c'est déterminé par... la valeur est déterminée par des experts indépendants. Et après, on nous dit que c'est l'arrêté du 30 mars 2001 qui fixe les modalités de l'estimation. Donc, il y a 2 panneaux différents. L'un qui vous dit, rassurez-vous, on fait les choses comme il faut. Et le second qui vous dit, on fait semblant d'oublier qu'il y a 24 ans d'inflation et que le barème de 2001, il est valide. C'est un peu comme si on expliquait à la ministre et à tous les fonctionnaires que finalement, ils allaient être payés en 2025 au prix de 2001 sans aucune revalorisation de leur traitement et que c'est bien normal parce que l'arrêté n'a pas changé.
Voilà, donc ça a été une bagarre assez raide, hein. C'est ce qu'on va dire. Moi, j'ai dit à la ministre clairement, j'ai écouté quand vous allez faire vos courses, c'est ce que vous êtes venu faire les courses là, dans les exploitations, vous avez pris avec les moyens que vous avez pris, vous avez saisi les animaux. Donc vous, quand vous allez faire vos courses, je pense que vous payez au prix à la sortie du magasin quand même. Bon, donc nous, on veut la même chose. Donc effectivement, les experts tels qu'ils ont été désignés n'ont pas été contestés dans un premier temps. Donc après, on nous a dit, ben, c'est un expert national qui, par rapport au barème, va discuter avec les experts pourquoi ils ont expertisé ce prix-là au niveau des exploitations. Alors nous, on a dit, écoutez, ça, on ne veut rien savoir. Il y a un prix d'expertise qui a été fait au niveau des exploitations. Les experts parlent entre eux, mais les éleveurs n'ont pas à faire les frais de ça. Et ça, je pense qu'on a obtenu gain de cause, au moins dans les paroles, et ça va se vérifier rapidement, puisqu'aujourd'hui, normalement, ils sont en train de mettre en paiement au fur et à mesure les exploitations par rapport au barème, par rapport à l'expertise initiale. Mais l'histoire des experts entre eux ne concerne pas les éleveurs. Nous, c'est ce que j'ai dit à la ministre, j'ai dit, écoutez, l'histoire de l'expert national qui doit discuter avec les experts que vous avez envoyés dans un premier temps, c'est pas du rôle des éleveurs. C'est votre sauce à vous. Donc, vous vous arrangez là-dessus, mais les éleveurs n'ont pas à faire les frais déjà de cette attente et de cette différence qu'il peut y avoir. S'il y a une différence, le prix pour nous qui compte, c'est le prix qui a été expertisé à la sortie de l'étable. Voilà. Et vous auriez dû payer à la sortie de l'étable, comme on paye à la sortie d'un magasin. Ouais. Donc là-dessus, ça a été un peu long. Avec nos différents interlocuteurs des drafts régionales et tout, mais je pense qu'on a réussi à se faire entendre. C'est vraiment ce que je peux espérer. Et normalement, on devrait obtenir le prix de cette expertise, de remboursement par rapport au prix de l'expertise qui permet le rachat. Hein, parce que sinon, ils ne peuvent pas racheter. Oui, Sinon, c'est ça. C'est, en fait, ce que le gouvernement prétendait mettre en place, c'est on tue une vache, mais on vous offre les moyens d'acheter la même. Voilà. Mais manque de peau, entre-temps, quelqu'un a dit oui, bien sûr, mais on va vous payer avec juste 24 ans d'inflation en moins. Puisqu'on parle d'argent, on va écouter un petit message qui réclame pour Radio Courtoisie... aussi un peu d'argent. Un peu d'argent. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Alors, Christian Convert, donc je rappelle, vous êtes secrétaire général de la coordination rurale, qui est le deuxième syndicat paysan en France, avec la FNSEA et la Confédération paysanne. Vous êtes d'ailleurs aligné sur les positions de la Confédération paysanne, qui elle aussi considère que ces dépeuplements systématiques, ces abattages complets des troupeaux où il suffit d'un seul cas pour que le 20, 50, 60, 100 bêtes soient éliminées est une espèce d'aberration économique, mais aussi une aberration sociale. C'est-à-dire, le gouvernement prétend qu'ils sont très attentifs à la manière dont les éleveurs sont évidemment touchés par ce dépeuplement, parce que c'est pas la même chose d'être un garagiste à qui on oblige d'écraser une carcasse et d'être un éleveur à qui on explique que son troupeau de moutons, son troupeau de vaches va être abattu et que Caroline, Marguerite et Pétunia vont être même pas expédiés à la boucherie, mais chez les carisseurs. Voilà, là-dessus, déjà sur l'histoire de la consommation de la viande. Normalement, la viande est consommable, hein, donc on n'a jamais pu avoir de réponse claire de la part du ministère. Pourquoi, dans ce cas-là, vous n'avez pas fait tuer aux abattoirs puisque de toute façon, la viande est consommable. Donc, c'est toujours des mesures d'hyper-précaution. Donc, on a voyagé les animaux, les carcasses, puisqu'elles sont toutes parties à l'équarrissage, et normalement pour être brûlées. Normalement, dans les protocoles, c'est exactement pareil. Il devait y avoir des autopsies. J'ai pas vu une autopsie de réalisée. Donc, ça veut dire que aussi de ce fait-là, on n'avance pas. Alors après, ben oui, ça me semble assez légitime qu'avec les collègues de la Confédération paysanne, sur des choses comme ça, on est aligné. C'est des choses d'éleveurs, à mon avis, avant d'être des choses purement syndicales. Même des éleveurs de la FNSEA étaient d'accord avec nous. Mais quand la grande maison s'est alignée sur la ministre, vous comprenez qu'ils n'ont pas grand-chose à dire. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Mais je pense que
la souffrance pour les éleveurs, qu'on soit FNSEA, qu'on soit Confédération paysanne ou coordination rurale, je peux vous dire que la violence de l'abattage, elle est la même pour tout le monde. Mais pourtant, Madame Genevard, je reviens à elle parce que je la connais un peu, elle doit se rendre compte que il y a déjà une souffrance et un taux de suicide chez les agriculteurs qui va décupler si on continue à supprimer des troupeaux sans investir correctement, sans indemniser correctement et sans même pouvoir nourrir les gens avec la viande qui peut être consommée. Donc, est-ce qu'elle se rend compte de ce que ça va provoquer chez ces éleveurs qui déjà ne se renouvellent pas suffisamment? Qu'elle se rende compte, j'espère que oui, quand même. On la rencontre bien assez souvent. Entre se rendre compte, ce qu'on lui dit, faire des lois d'orientation pour le renouvellement des générations, Bah oui. voilà, les difficultés. Et puis derrière, les pratiques de cette sorte, c'est complètement une chose et le contraire. C'est paradoxal. Mais on ne discute pas si la maladie aurait été grave et transmissible, abattre des animaux malades. C'est pas simple, mais les éleveurs l'acceptent totalement, parce que de toute façon, ça fait partie, on est là pour nourrir les gens, Oui. donc on n'est pas là pour les faire prendre des risques. Ça, c'est une évidence. Mais là, ça dépasse un peu l'entendement. Voilà, donc, et on n'est plus, on n'est plus il y a 50 ans en arrière. Je pense qu'on a des moyens d'analyse aujourd'hui. Nous, c'est ce qu'on réclamait pour toutes les choses d'ordre sanitaire. Il y a des protocoles. Celui-là, on n'est pas d'accord avec. On n'est pas d'accord avec parce que la maladie n'est pas transmissible à l'homme. C'est essentiellement pour ça. Et dans ces cas-là, la recherche doit continuer d'évoluer, mais on ne peut pas s'y prendre comme on s'y prend là. C'est pas possible. Sauf qu'il y a une volonté de diminuer, effectivement, voilà. les éleveurs. Mais on bon, en écoutez, revient à ça. Je n'arrive pas à y croire. Et en tant qu'éleveur, je n'arrive pas à y croire. Mais cher Christian, parce que vous êtes éleveur, mais regardez, toute la politique, par ailleurs, est de nous conduire au vegan. Nous ne devons plus manger de viande rouge. Et alors, les véganes, il y a la dictature végane d'un côté, et puis, alors là, vous êtes sur les bovins, mais on nous fait le même sort aussi avec les porcins. Il y a la dictature halal. Hein. Donc, vous voyez bien qu'on n'a plus le droit de consommer de l'animal, finalement. Donc, tout ce que vous êtes en train de nous expliquer, qui nous paraît totalement aberrant et paradoxal, trouve son explication, finalement, dans cette politique de réduction. Et puis quand ensuite, je reparle toujours du rapport de la Cour des comptes, qui disent « Oui, mais il faut aider les agriculteurs à se reconvertir dans l'électrique, enfin de mettre faire du biogaz avec le fameux méthane, là, on est en train de polluer la planète avec vos pets de vache, hein. Mais alors si on fait du biogaz avec le méthane, là c'est top. Et puis si vous faites de l'électricité, vous nourrirez plus les gens, mais vous nourrirez les robots. Est-ce que c'est pas ça le but ? Je repose la question. Oui, mais là, on est dans Allez leur dire. dans ce qui est en train de fabriquer de la société telle qu'elle est organisée aujourd'hui. Ouais. Le poids des lobbies, c'est sûr que le poids des lobbies, ça compte. Donc là, bon, mais écoutez, vous savez ça, et surtout nous, à la coordination rurale, on défend toujours une exception agricole, puisqu'on est convaincu que ce qu'on produit est de meilleure qualité que ce qu'on achète, qu'on ne peut pas être mis en totale concurrence avec ces pays-là, et qu'à la fin, c'est pas rien qu'un problème politique, c'est un problème de consommateur. Il faudra savoir à la fin si les gens veulent manger que des produits importés qui viennent de l'autre côté de la planète, produits avec des normes complètement différentes. Moi, je suis agriculteur et on se battra tant qu'il y aura des agriculteurs pour continuer d'exister et pour nourrir notre population, ce qui me semble être la moindre des choses. Oui, la moindre des choses. Alors après, c'est grave, si c'est les lobbies qui arrivent à passer par-dessus les ministères, les décisions, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il n'y a plus de société. Voilà, dire que nous, on pollue avec les vaches, qu'on diminue, écoutez, des vaches, il y en a toujours eu. Quand il n'y en a pas, on sait très bien que c'est la friche qui prend le dessus dans beaucoup d'endroits. Oui. Donc l'aspect environnemental est bien pire. Si on veut parler de ça, il faut mettre en parallèle la pollution qui se fait de par les importations et tous les bateaux. Donc il y a un moment, voilà, il faut regarder les choses en face. Et c'est pas des minorités, c'est pas à quelques lobbies, peut-être qui ont vraiment de gros intérêts financiers, de commander une politique nationale dans un pays qui crée son indépendance quand même, quoi. Hein. Oui, et sa gastronomie.
Moi, je suis lyonnaise. D'abord, j'ai lu qu'il y avait eu quelques cas dans le Rhône, d'ailleurs. Je ne sais pas où ça en est. Là, maintenant, c'est surtout dans les Pyrénées, mais bon, bref. Mais nous sommes le pays de la gastronomie. Hein. Il n'y a pas de gastronomie sans bonne viande, sans pièces de boucher, Enfin, écoutez... Mais vous voyez bien que les féministes, encore une fois, les véganes et compagnie font tout pour que ça... Manger de la viande, vous voyez, c'est patriarcal. Donc c'est pour ça aussi qu'on vient vous casser. Et vous, les agriculteurs, hein, vous êtes plutôt... Heureusement, il y a aussi des femmes qui font ce superbe métier. Mais c'est vrai que c'est un métier d'homme, globalement. Non, c'est de moins en moins, de moins en moins. On est équipé, écoutez. Moi, aujourd'hui, c'est ma fille qui est sur l'exploitation. J'ai toujours travaillé avec ma femme. On est équipé quand même pour pouvoir travailler dans des conditions moins physiques qu'avant. Et heureusement, le métier a bien évolué. Dans bien des cas, il y a des robots de traite. C'est devenu, on dit toujours que notre métier est devenu trop administratif, ça c'est sûr. Mais aujourd'hui, les bêtes, il faut aussi s'en occuper. Il y a des tracteurs comme moi. Hein, ouais. Aujourd'hui, les femmes sont capables de ça. Très bien. Bon, alors l'égalité se met en place. En plus, elles savent cuisiner. Enfin, les hommes aussi, pour le coup. ma femme me dit souvent, c'est quand même tout artificiel. Ça, quand on dit la viande végétale, les steaks. Mais c'est scandaleux. Je pense qu'une majorité des gens aiment quand même bien manger une bonne viande française. Mais bien sûr, mais c'est vrai qu'avec la baisse du pouvoir d'achat, là, ça va pas aider les gens à manger de la viande rouge, hein, parce que si déjà on en a moins parce qu'ils sont abattus et qu'en plus ça reste relativement cher. Alors d'ailleurs, il faut surtout développer les circuits courts. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui maintenant vendent en direct la viande, si je ne m'abuse. Oui, il y en a, ça sera jamais une majorité. Mais la viande animale sera toujours aussi abordable que la viande de synthèse. Hein. Il ne faut pas se raconter l'histoire, il faut quand même voir l'aspect au niveau santé. Hein. Je pense que, on sait qu'une viande animale, c'est un produit sain, une viande de synthèse, c'est pas tout à fait ce que c'est. Hein. Oui. Vous parliez tout à l'heure de l'autonomie, et ça tombe bien puisque le nom exact du ministère de l'Agriculture est voilà, c'est ça. C'est le ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Souveraineté Alimentaire. Donc, c'est bien, c'est marqué en gros, ça fait partie des promesses d'Emmanuel Macron de rendre notre pays toujours plus souverain. Je voudrais, dans les 13 minutes qui nous restent, qu'on parle un peu du Mercosur. Pendant longtemps, Emmanuel Macron et tous les gens de sa famille d'idées nous ont expliqué que l'ensemble des accords de libre-échange étaient absolument géniaux et que on n'avait que de bons retours sur la manière dont tous les pays prospéraient une fois que ces accords de libre-échange étaient signés. Avec d'ailleurs une législation européenne qui considère qu'il suffit que le traité soit signé pour qu'il soit appliqué sans même que les parlements nationaux l'aient ratifié. Et donc là, le Mercosur, ça y est, c'est signé. Et Emmanuel Macron, qui en février nous expliquait que c'était inacceptable, nous explique que les choses vont dans le bon sens. Et on ne sait pas pourquoi, parce que les choses n'ont absolument pas changé depuis la version qu'il considérait comme étant inacceptable. C'est-à-dire que dans le cas de l'élevage précisément, il n'y a aucune clause de sauvegarde qui permettra d'empêcher les viandes étrangères de rentrer en France alors qu'elles auraient été produites dans des conditions différentes. On se rend même compte qu'il y a des tarifs douaniers qui n'existent pas pour certaines catégories de viande à la découpe. Donc, autrement dit, s'il n'y a pas de tarif douanier qui existe, il n'y a pas de contrôle possible. Autrement dit, la viande peut débarquer. Et il y a, avec ce Mercosur, une espèce là aussi de danger maximum pour la filière, les filières bovines, ovines et d'une manière générale toute la filière viande française. Sur ce plan-là, on se moque carrément de nous, enfin pas que des agriculteurs, hein, puisque ces accords de libre-échange concernent beaucoup de secteurs de la société. Ouais. Je ne vais pas trop m'étendre sur le président Macron, mais je pense que à force de nous dire tout et son contraire, plus personne ne sait où il en est. Hein. Donc au moment du Covid, déléguer notre alimentation était une folie. Hein. Tout ça a bien été dit parce que dans ces moments-là, c'est sûr que chacun mesure ce qui peut nous arriver si on est complètement dépendant. Et je crois qu'en matière alimentaire, il avait mesuré à ce moment-là, mais ça a duré que le moment-là. Hein, parce que les agriculteurs, pour le coup, ils n'ont pas été aidés au moment du Covid puisqu'ils ont continué de travailler.
on n'a pas demandé d'aide à personne, on a fait notre boulot, et on estime que c'est bien normal. Et ça s'est bien passé. Et ça s'est bien passé, on a continué de produire, on n'est pas plus été mort que les autres, tant que je sais, c'est pas en travaillant qu'on se rendait malade. Bon, après, effectivement, les accords de libre-échange, on entendait quand même dans les discours qu'à un moment, il fallait quand même que tout ça soit contrôlé. On ne peut pas être ouvert aux 4 vents dans un libéralisme total sans appliquer à tous les produits qui rentrent des mesures qui, chez nous contraignent, mais peut-être de manière assez logique, quand c'est par rapport à la santé, parce que c'est par rapport à l'utilisation de certains produits phytosanitaires, pourquoi pas? Mais dans ce cas-là, si on le fait chez nous, c'est pas de laisser rentrer ça sans contrôle et tout, qui vient de l'extérieur, parce que ça s'appelle se moquer de sa production, de ceux qui produisent, et de les mettre en concurrence totalement déloyale, ce qui fait qu'ils sont incapables de résister. Bon, l'accord du Mercosur, d'ailleurs, c'est un accord qui est dépassé, tout le monde le reconnaît, d'un autre temps, parce qu'on va pas vers plus d'échanges internationaux, même si ça reste important, notamment pour tous les produits dont on a besoin. Il semblait qu'il y avait le président Macron, les ministres successifs en disant « tant qu'on sera là, jamais ». Sauf que, effectivement, faut pas nous raconter non plus trop d'histoires. Si ça se passe comme ça, c'est parce qu'ils ont délégué le pouvoir. Donc le pouvoir, ils l'ont emmené à Bruxelles. Donc après, il faut pas s'étonner que Bruxelles décide. Et voilà. Et pour reprendre un point beaucoup plus terre-à-terre, dernièrement avec la ministre, nous, quand on devait descendre les vaches des alpages parce qu'elles se trouvaient dans la neige, par rapport à un protocole qu'on n'avait pas le droit de faire des mouvements d'animaux, la ministre, pour pouvoir nous déroger et dire oui, il fallait qu'elle obtienne l'accord de ses collègues européens. Et je lui ai dit, mais c'est insensé ce que vous nous racontez. C'est pas possible que pour un truc comme ça, l'Europe doive intervenir, sinon ça sert à quoi d'être ministre? Voilà, donc pour revenir... Mais là, vous remettez en cause 30 ans de construction européenne, cher. Non, mais enfin... c'est Maastricht. C'est la construction européenne telle qu'elle est faite. On va pas dire qu'on est anti-européen. J'ai pas dit ça. J'ai dit celle-là, cette construction-là. Oui, celle-là. Mais comprenez, justement. Donc là, c'est pareil. La ministre, on est tous contre, persiste à nous dire, on est tous contre. Je lisais ce matin qu'ils sont en train d'essayer de chercher une majorité à travers un nombre de pays européens pour essayer de faire échec à ce Mercosur. Ouais, donc on va dire, c'est plutôt positif s'ils y arrivent. Mais en quoi, pour le coup, Madame van der Leyen arrive à passer par-dessus les États, par-dessus les ministres, pour arriver à signer, comme j'ai compris, elle a signé quand même, sans l'aval des États et des présidents, un accord pareil. Il n'y a pas que nous. Nous, les agriculteurs, on voit directement en quoi va être impacté, que la viande qui va rentrer ne correspond pas à nos normes. J'écoutais ce matin dans l'industrie automobile qui vont se prendre une pastille comme nous, on va dire, où ils vont se trouver je ne sais combien d'usines au chômage, parce que c'est pareil, au niveau européen, on a décidé la voiture électrique et qu'on va mettre sur le carreau je ne sais combien de personnes, alors qu'on sait que c'est une folie aussi. On a déjà perdu en 10 ans 40 000 emplois industriels dans l'automobile, en France. Alors ça va continuer combien de temps? Jusqu'à ce qu'on soit tous morts. On ne pourra jamais, si on est ouvert à tous les vents, concurrencer directement avec la Chine ou avec l'Amérique du Sud. Et surtout avec nos réglementations à nous, environnementales, avec les affaires des pesticides et compagnies, etc., qu'on empêche et puis qui arrivent quand même par ces accords de libre-échange. C'est incroyable. Alors justement, si on veut aller dans cette voie-là, nous, c'est ce qu'on demande, c'est ce qu'on nous promet, mais on se fait guère d'illusions, c'est de dire qu'on ait ces fameuses clauses de sauvegarde ou les clauses miroirs qui disent on applique aux produits qui viennent ce qu'on impose aux agriculteurs ou à la production chez nous. Voilà ce qui semble être le minimum d'une politique commune. Bien sûr. Ce qui semble être le minimum d'une politique commune. Donc si on n'arrive même pas à ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Comment voulez-vous que des citoyens, dans ces cas-là, fassent encore confiance à leur politique? C'est pour ça que c'est grave. On a une perte de confiance parce qu'on se dit qu'effectivement, on dirait que ça ne sert plus à rien. Mais alors, en même temps, reprenons le cas de ces clauses de sauvegarde. Alors, d'une part,
on nous explique que le traité du Mercosur va être signé, mais que tout le volet technique, qui comprend notamment les clauses de sauvegarde, c'est un document qui va être signé plus tard. Dès que le Mercosur est signé, il s'applique, et donc, mais les clauses de sauvegarde ne pourront s'appliquer, elles, qu'une fois que le second document sera signé. Et si j'ai bien compris, ces clauses de sauvegarde, quand on repère qu'il y a un problème, on a besoin de le repérer. C'est pas comme si on le savait déjà. On va repérer que peut-être il y a plus d'antibiotiques dans la viande argentine que dans la viande française. On va repérer que peut-être dans les produits agricoles qui sont importés depuis la zone Mercosur. Les tomates marocaines, par exemple, les tomates marocaines. Et ben voilà. Et là, il faut qu'on le reconstate. Et une fois qu'on l'a constaté, il faut que ce soit étudié. Et on a l'impression que ça va faire exactement comme avec le problème de la dermatose et des protocoles. C'est-à-dire le temps que l'administration comprenne qu'il y a un problème, qu'elle l'expertise, qu'elle publie un rapport, que le rapport soit examiné et qu'on mette en œuvre la clause de sauvegarde, il peut s'écouler 3 ans en fait. Entre le moment où le problème est prétendument découvert, alors que tous ces problèmes sont connus, puisque ça faisait partie des discussions qu'on a depuis 20 ans sur le Mercosur, et donc entre le moment où le problème sera prétendument découvert et le moment où on pourra activer une défense, il y aura 3 ans. Mais 3 ans d'importation de tomates, 3 ans d'importation de viande, les agriculteurs ont en fait le temps d'être ruinés. Voilà, mais bon, qu'on mette les moyens de contrôle là où on doit les mettre. Écoutez, les agriculteurs français, on est contrôlés toutes les années, en permanence, souvent plus d'une fois, sur les produits qu'on utilise, sur nos méthodes de travail, par rapport au bien-être animal et tout. Alors c'est pour ça que c'est marrant. On vient nous contrôler pour le bien-être animal, mais on nous oblige à laisser les vaches dans la neige en montagne dans certains moments. Donc on marche sur la tête, là pour le coup l'expression elle est bien bonne. Mais donc vous l'avez tout à fait défini. Les contrôles, ils sont capables de les faire sur les exploitations chez nous avec un maximum de rigueur. Par contre, là où on sait qu'il y a des gros poissons, effectivement, ça se passe pas comme ça. Ça dure des années, donc c'est pour ça que nous, des fois, on cible dans la grande distribution. On essaye aussi d'en faire nos alliés, puisque tout ce qui se vend passe par la distribution. On leur dit, il y a un certain nombre de produits, vous savez pertinemment, même s'il n'y a pas eu tous les contrôles qui ne correspondent pas à nos normes. Donc, à un moment, il faut le dire. Voilà, il faut dire ces produits ne correspondent pas à nos normes. Tant qu'on ne vous empêche pas de les vendre en magasin, il faudrait avoir l'honnêteté de le dire. De le marquer sur les étiquettes. Sont trompés. Les consommateurs sont trompés dans ces cas-là. Il faut l'inscrire sur les étiquettes. Et oui. Que c'est pas les normes françaises. C'est interdit. C'est interdit d'informer le consommateur là-dessus. Alors j'ai vu qu'il y avait pas mal d'associations qui avaient écrit une lettre là à Emmanuel Macron. Et est-ce que vous l'avez signée aussi par rapport à l'abattage ? Non, sur le Mercosur. Sur le Mercosur. Oui, bien sûr. De toute façon, sur le Mercosur, on se bat avant. On pressentait ce qui allait arriver. On n'est pas dupe quand même. Donc, voilà. Quand les ministres nous disent c'est à vous de vous arranger avec vos collègues européens, non, mais on en est où, là ? On en est où ? C'est bon. Oui. Est-ce que vous allez revenir avec vos gros tracteurs à Paris ? Moi, j'aime bien quand vous montez sur Paris. En plus, Christian Converse a été interpellé en début d'année. Nous sommes solidaires. Vous avez fait de la garde à vue, nous aussi, pour des raisons moins agricoles. Mais il faut revenir, faut rebloquer. Enfin, faut tenter. Vous êtes né en bloquant Paris. Il faut revenir bloquer Paris. Moi, je peux pas. Voilà, le problème aujourd'hui, c'est il nous semble qu'on n'a plus d'interlocuteur ministériel. Alors, on va pas. Ni Jeanne Var. Bloquer, c'est pas. Voilà, faut pas qu'on donne l'image de vouloir embêter les Parisiens ou embêter la population. Je pense les gens ont très bien compris la situation qu'on vit lors des dernières manifestations. Les gens sont solidaires des agriculteurs. Il faut qu'on garde cette solidarité-là, puisque c'est ce qui empêche le plus le gouvernement de faire ce qu'il veut. Et là, on l'a bien vu dans l'histoire de la dermatose, puisque les explications qu'on a données ont bien été comprises par la société civile. Vous savez, s'il n'y avait que les agriculteurs pour se défendre tout seuls sur leur exploitation, je pense qu'ils auraient pris toutes les bêtes et bien au-delà sans que ça bouge. Là, c'est parce que la population a compris et nous a rejoints que ça crée un gros problème au gouvernement. Et c'est pour ça on doit faire partager nos enjeux de société, bien sûr. Nous, notre enjeu de production, il ne dépendra pas plus que des agriculteurs. On n'est plus assez nombreux pour arriver à défendre ça au niveau politique.
Mais nous sommes derrière vous, ne vous inquiétez pas. On vous remercie. Mais c'est vrai, et pas seulement parce que je suis lyonnaise, aussi parce que nous savons que c'est notre avenir et celui de nos enfants que vous continuiez à produire et correctement avec des bêtes saines et souveraines. Voilà, c'est... Christian Convers, merci mille fois. Donc je rappelle, vous êtes secrétaire général de la coordination rurale qui mène un combat pour une véritable souveraineté alimentaire. On ne sait pas ce que le ministère fait, mais vous, sur le terrain, vous y êtes. Merci beaucoup de ce témoignage. Vous êtes éleveur en Savoie, vous avez été au cœur de cette dermatose nodulaire. Vous avez pu nous expliquer en fait quelles étaient les bonnes tactiques, quelles sont celles que le gouvernement a adoptées. Et malgré tout, merci aussi pour ces notes d'espoir, puisque à plusieurs reprises, vous avez expliqué que les choses avaient l'air d'évoluer dans le bon sens. On va terminer cet entretien sur cette note d'espoir. Voilà, et j'espère que le ministère continuera à aller dans le bon sens. Merci beaucoup et j'espère à bientôt sur Radio Courtoisie. Merci beaucoup, bon courage. Merci à vous. Restons courtois. Richard de 16. Chers amis, bonjour, bienvenue dans cette seconde partie de Restons courtois, où nous allons parler avec Charles Vaugirard de la face cachée du lobby de l'euthanasie. Vous n'êtes pas sans savoir, évidemment, que l'euthanasie est la grande loi sociétale qui risque d'être la seule chose qui restera des 2 quinquennats de Macron, voilà, avec évidemment la constitutionnalisation de l'avortement. Donc on a un président qui est tout empreint de culture de mort, et puisqu'il a loupé l'intégralité de ce qu'il avait à faire d'un point de vue économique, d'un point de vue diplomatique, d'un point de vue sécuritaire, puisqu'il s'est vraiment beurré sur tout le régalien, il a décidé de nous flanquer l'euthanasie comme étant la vraie conquête progressive de ces 2 quinquennats. Cette euthanasie, elle est souhaitée de longue date par des groupes de pression, notamment francs-maçons, qui ont été extrêmement actifs dans l'idée de promouvoir cette avancée sociétale qui consiste à dire que quand quelqu'un ne sert plus à rien, il n'a qu'à mourir. Quand la société n'en a plus besoin, il n'a qu'à mourir. Quand il ne se sent plus digne, et on va vous aider, cher monsieur, chère madame, à ne plus vous sentir digne, vous n'avez qu'à crever. Charles Vaugirard, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain, vous êtes essayiste, et dans un petit livre remarquable, publié aux éditions Pierre Tecky, La face cachée du lobby de l'euthanasie, vous nous révélez quelque chose de fascinant, qui est le fait que Pierre Simon, le fondateur de l'ADMD, l'association pour défendre le droit à mourir dans la dignité, on reviendra sur cette question bizarre de la dignité, est en fait un franc-maçon qui a écrit un livre remarquable où il explique à quel point il est normal que tout le monde meure à partir du moment où il n'est plus en bon état, parce que il ne s'agit pas du tout de sauvegarder la dignité de la personne, mais il s'agit surtout de préserver le capital biologique, social, dire en fait la masse indifférenciée des individus qui constituent une race, une nation, une ethnie et une espèce, et on se rend compte en fait que Pierre Simon est eugéniste comme un nazi moyen, comme un Churchill de base, comme un progressiste anglais du 19e siècle, comme un darwiniste social, où il s'agit en fait de considérer que l'individu est un paquet de gènes et qu'il a intérêt à transmettre de bons gènes, et s'il ne transmet pas ces bons gènes, on n'a qu'à le faire mourir. Et donc, nous voici avec Pierre Simon, donc fondateur de cette admirable association pour le droit à mourir dans la dignité, qui nous dit des choses tout à fait surprenantes. Que tuer, c'est donner la vie. Et voilà. Il dit ça parce qu'il est gynécologue obstétricien. Bonjour Charles. Bonjour. Donc je salue tous les auditeurs. Je suis frigide comme vous le savez. Et donc j'ai été très frappé effectivement. Je me permets pendant que Richard cherche la vraie citation. Mais en fait il dit ça. Donner la mort à des enfants, des enfants qui auraient la trisomie 21 par exemple, c'est ça, donner la vraie vie parce qu'elle est de qualité. Oui, voilà, il dit laisser mourir, c'est préserver la vie. Ça, c'est génial. Et en fait, tout le raisonnement de Pierre Simon, donc il exprime dans ce livre qui s'appelle De la vie avant toute chose, qui est un livre de 1979, qui est en fait une autobiographie. Il n'était pas vieux d'ailleurs à cette époque-là, mais il commence déjà une autobiographie pour parler vraiment de ses combats, et il parle de combats, qui est celui de donner une nouvelle définition de la vie humaine. Il dit la vie ne doit plus être définie comme étant un don reçu de quelque chose d'extérieur à l'homme, c'est-à-dire un don reçu de la nature ou évidemment de Dieu.
par rapport aux religions, mais il cite aussi la nature pour ceux qui auraient une vision, disons, panthéiste. Non, ce n'est pas un don reçu extérieur que l'on devrait accueillir sans discuter. C'est un matériau qu'il faut le considérer. Il utilise le terme de matériau. Et ce matériau, il faut le transmettre sans vice, sans tare. Il faut pouvoir le travailler. Et donc, il est clairement dans une définition de l'eugénisme, parce que c'est à partir de cette nouvelle définition de la vie, qu'il va justifier l'euthanasie, qu'il va justifier l'avortement, qu'il va justifier le contrôle des naissances, et qu'il va justifier ce qu'il lui appelle maîtriser la vie. Il parle même à un moment donné des mutations des manipulations sur l'ADN. Alors, il en parle très peu, parce que à cette époque, il y avait très peu... La science n'était pas encore mûre. Oui, mais il parle quand même du progrès technique. Exactement, il parle du progrès technique. C'est grâce au progrès technique qu'on peut améliorer ce matériau biologique de la vie au risque de supprimer les individus. Exactement. Et il a une vision... Alors, dans son livre, il a une vision globale. Donc, par exemple, il parle de la question des enfants qui, à la naissance, dont on constate un handicap. Voilà. Donc, les Mongoliens, il dit. Alors, il parle des Mongoliens. Mais en fait, c'est tous les handicaps. Si je peux me permettre. Oui. Quelle peut être notre attitude en face d'un désastre de la nature au moment de son irruption dans la vie ? J'ai participé à nombre de colloques sur le choix de l'heure de la mort, mais qui dispose du choix de laisser entamer un processus vital à un être lourdement handicapé au départ. Donc, et il faut, selon lui, bien sûr, on peut avorter in utero, mais en fait, même ex utero, c'est-à-dire une fois que le nourrisson est né, si on se rend compte qu'il est moins gracieux que ce que Pierre Simon pose comme canon de la beauté, de la santé, de l'espèce. Vraiment, une fois plus, il y a un côté raciste, eugéniste absolument incroyable. Oui, en plus, on n'a qu'à éliminer le bambin. Exactement. Il est gynécologue obstétricien, donc il accouche les femmes. Il accouche les femmes, oui. Donc il sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle et il a une vision... vraiment de... Voilà, il n'hésite pas à dire qu'il faut tuer un être humain à la naissance, et froidement, il le dit comme ça. Il y a aussi... Son livre est très très global, parce qu'il parle aussi de l'insémination artificielle, d'une maîtrise de la vie par l'insémination par tir d'honneur. Il commence par la pilule. Il commence par la pilule, par la contraception. Le contrôle des naissances. Exactement. Le contrôle de naissance, le contrôle de la vie. On est dans une vision qui est purement matérialiste, c'est-à-dire que l'homme peut tout. L'homme peut entièrement maîtriser la vie humaine. C'est une vision qui est prométhéenne. D'ailleurs, lui-même, il se compare à Prométhée. Il parle de Prométhée. Ah oui. Lui-même, il emploie le terme de Prométhée. Mais pour l'homme ou pour lui-même ? Alors, pour l'être humain. Pour l'être humain, et évidemment lui-même. Le nouvel être humain. Le nouvel être humain. Et il se met là-dedans comme étant parmi ceux qui... on contribue à arracher à Zeus les pouvoirs du dieu. Exactement. Et les donne à l'humanité. Il les donne à l'humanité, voilà. Il donne la lumière. C'est un porteur de lumière, si je puis dire. Un Lucifer. C'est un Lucifer. Voilà. Il est complètement dans cette logique, complètement dans cette idéologie, en fait. Et c'est terrible, parce que c'est un positivisme, en fait. Il est, comme vous l'avez dit, par rapport aux nazis et à d'autres eugénistes qui sont plus anciens, il est clairement dans cette filiation par rapport à ce scientisme qui est apparu au XIXe siècle, où l'homme peut trafiquer la nature comme il veut pour aboutir à une espèce supérieure, à un surhomme. Je voudrais vraiment que les auditeurs de Radio Courtoisie comprennent bien que... C'est absolument fascinant que des gens qui expliquent qu'on doit mourir dans la dignité et qui présentent ça comme la dignité de l'individu sont en fait totalement tributaires d'un discours souterrain, mais qui ressurgit parfois chez eux, où on nous explique en fait que bien sûr il y a des individus, mais surtout il y a l'espèce, et cette espèce est sacrée. Ce n'est pas la mère seule, c'est la collectivité tout entière qui porte l'enfant en son sein. On a l'impression d'entendre un ministre socialiste nous expliquer que l'enfant appartient d'abord à la République. C'est ça. C'est elle qui décide, la société, s'il doit être engendré. On a l'impression d'entendre un macroniste nous parler de permis de parentalité. C'est elle qui décide s'il doit être engendré, s'il doit vivre ou mourir, quels sont son rôle et son devenir. Voilà. C'est l'État qui vous possède, avec les gens
qui parle de mourir dans la dignité avec les gens de l'ADMD, avec ceux qui sont en train de vous vendre l'euthanasie comme étant le moyen sociétal par excellence de garantir à chacun la véritable dignité. Eh bien, en fait, vous n'êtes qu'un élément de l'espèce et c'est cette espèce qu'il faut protéger. Et d'ailleurs, si vous devez mourir, c'est que ça coûte cher à l'espèce de vous maintenir en vie. Bloquer la transmission des tares héréditaires transmissibles connus est un devoir d'espèce, mais c'est d'un racisme. La santé est devenue propriété collective. Nous cotisons à la sécurité sociale pour la qualité de la vie et la santé de la collectivité. C'est l'espèce qui prime sur l'individu. Et si on veut vous faire crever, c'est parce que la collectivité n'a pas les moyens de vous faire vivre. Et surtout, il n'y a aucun intérêt. Où est la dignité dans cette histoire ? C'est effroyable. C'est profondément indigne. C'est profondément contraire à la dignité humaine. C'est un eugénisme spéciste, on va dire, au niveau de l'espèce. Tout à fait. Et j'ajouterais aussi que c'est l'eugénisme des comptables. C'est-à-dire c'est un eugénisme financier. Ces gens-là, ces handicapés, ils coûtent cher à la société. La personne en fin de vie, à quoi bon financer des soins palliatifs ? Et c'est le gros sujet aujourd'hui, alors qu'une injection létale suffit. Et d'ailleurs, on voit bien que dans les pays où l'euthanasie est légalisée, les soins palliatifs reculent. Et à l'inverse, là où on met des soins palliatifs, l'euthanasie, la demande d'euthanasie dans la population recule. Exactement. Mais vous dites spéciste, moi je trouve que c'est aussi antispéciste parce qu'il y a un passage où il dit qu'il faut préserver l'espèce humaine comme le patrimoine des forêts, de la nature, des animaux. Si vous voulez, l'individu humain est mis au même rang quasiment que les arbres, les séquoias et les baleines. Voilà. Alors, quand on voit aujourd'hui qu'en France, les vaches sont euthanasiées parce qu'il y a un petit insecte qui les a piquées, on a une discussion là-dessus aussi, eh bien, vous vous dites que finalement, on est au même niveau, où d'autres personnes disent qu'il faut inscrire les droits des animaux dans la Constitution, comme Arnaud Klarsfeld, par exemple, ou tous les défenseurs des droits des animaux. Eh bien, finalement, notre ami Pierre Simon, qui n'est pas Simon Pierre, mais son inverse, je salue notre ami Tristan de Carnet, qui est votre éditeur, et qui est ton éditeur, et qui avec qui nous avons milité pour ne pas changer la procréation, justement, et qui rappelle cela qu'il y a Simon Pierre et Pierre Simon, son l'anté-Simon Pierre, l'anté-Pierre, donc le diable qui porte pas Pierre, là, on est d'accord. Pierre Simon, le fondateur de la DMD, Simon Pierre, le Saint-Pierre, fondateur de premier pape de l'Église. Oui. Merci de synthétiser ce que je voulais dire, mais c'est surtout l'inversion satanique là aussi. Bref, pour dire que nous nous rapprochons aussi de l'antispécisme, et en fait, ils ouvrent le chemin au remplacement de l'être humain au remplacement, à l'amalgame de l'humain avec l'animal. J'en veux pour preuve d'ailleurs, puisque vous dites qu'il parle à un moment des modifications génétiques, il ne peut pas vraiment parler de la PMA qui sera votée en 2021, dans une loi de bioéthique, dans laquelle, je rappelle, qu'a été votée par l'Assemblée, la fabrication d'embryons chimères animal-homme, dans lequel on met des cellules d'homme dans un embryon d'animal. Donc, il prévoit tout ça, ce monsieur Pierre Simon et sa grande loge de France, que monsieur Macron est allé honorer pour les 150 ans, ou je ne sais pas combien, 250 ans de l'ordre, enfin du nom de la grande loge de France, ou je ne sais pas quoi. Tout à fait. Emmanuel Macron avait fait une visite officielle à la grande loge de France, et il a rendu hommage à deux grands francs-maçons, l'un qui est à la Grande Loge de France, l'autre qui est au Grand Orient, c'est Pierre Simon, et Henri Caillavet, qui est l'autre fondateur de la DMD. C'est ça. Et Caillavet qui était pour tout, même pour la transsexualité, oui, tout à fait. Le transgenrisme. Mais ça, on va revenir sur ce moment. On est bien d'accord. Donc, effectivement, Emmanuel Macron se rend chez les francs-maçons, fait l'éloge de deux francs-maçons précis, qui sont tous les deux les fondateurs de l'association pour la dignité, l'aide à mourir dans la dignité, tout à fait. Et qui sont, pour l'un d'entre eux, racistes, pour l'autre transhumanistes, pour l'un d'entre eux en faveur de la culture de mort,
pour l'autre, en faveur de toutes les transgressions. Donc c'est vraiment le vrai Macron qui se révèle, ce côté révolutionnaire où il faut abattre tout ce qui constitue l'homme tel qu'on l'avait défini jusqu'à maintenant. Et il le fait très volontairement chez les francs-maçons parce que votre livre le prouve, mais les francs-maçons eux-mêmes le disent, ce sont les promoteurs justement d'une nouvelle religion où l'homme ne doit plus rien à Dieu, l'homme doit tout à l'homme, et puisque l'homme doit tout à l'homme, l'homme a le droit de faire n'importe quoi avec l'homme. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'est un monde c'est une nouvelle société qui se met en place, avec tout ce qu'on appelle les lois sociétales. Les loges maçonniques elles-mêmes, elles le disent, hein, c'est transparent sur leur site. C'est leur soutien aux lois sociétales. Et c'est une nouvelle société qui est évidemment sans Dieu, sans religion, et où finalement il y a une religion qui ne dit pas son nom, qui est celle de l'homme tout-puissant, de l'homme Dieu, de l'homme qui est maître de son destin, de sa vie. C'est l'autonomie finalement de l'homme, hein, l'autonomie de l'homme, mais qui en réalité n'est pas la victoire de chacun d'entre nous, mais qui est plutôt la victoire d'une société au niveau sociétal, au niveau de la société, qui va éliminer les plus faibles et renforcer les plus forts. C'est un transhumanisme. C'est ce que j'allais vous dire, on rentre dans l'homo deus aujourd'hui des plus grands transhumains que sont Laurent Alexandre et qui disent, ou Yuval Harari. Ce sont les pionniers de cela, en fait. Avec leur eugénisme, ils modifient l'espèce en voulant l'augmenter, puisqu'ils enlèvent les tares. Henri Caillavet disait même « Permettre à un enfant handicapé de venir au monde est une faute parentale ». C'est magnifique. On est vraiment, là encore, à l'inversion absolue de la religion de la vie, qui est la religion chrétienne. Nous, chrétiens catholiques, nous sommes archi... Enfin, moi, ça me fait hurler de lire des choses pareilles. C'est terrible. Même ceux qui ne sont pas catholiques auraient le droit de hurler, de considérer que quelqu'un considère que, puisque vous ne correspondez pas au canon de l'espèce fixé par Henri Caillavet et Pierre Simon, dont on n'a jamais considéré d'ailleurs qu'ils étaient des Apollons, hein, soyons francs, et donc vous n'auriez pas le droit de vivre. Exactement. Et ça va, c'est pas une question religieuse d'ailleurs, parce que ça va à l'encontre de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de la Déclaration universelle des droits de l'enfant. Absolument. Ça va à l'encontre de ces grands textes universels que l'Église a soutenus, bien sûr, mais qui sont communs à toute l'humanité, qui est que... le droit à la vie. Le droit à la vie, chacun a c'est droit... l'article 2 de la déclaration la DECH, la Déclaration européenne des droits de l'homme. Tout à fait. Et la Convention. Et d'ailleurs, j'ai un peu regardé la jurisprudence, justement, de la Cour européenne des droits de l'homme. A priori, je me suis arrêté à la jurisprudence de 2001 dans un arrêt Diane Pretty contre l'Angleterre, où les pro-euthanasie, puisque 2000-2001, dans les pays qui ont déjà institué l'euthanasie, c'est vraiment la période où les législations vont basculer, avec d'abord les Pays-Bas. Vous savez combien il y a de pays qui ont une euthanasie active légalisée dans le monde? Je n'ai pas le chiffre en tête, pour être franc. Je sais qu'il y en a de plus en plus, mais... non, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a 7 seulement. Et essentiellement en Europe. Oui. Et un peu... Enfin, il y a le Canada. Il y a le Canada, oui. Mais le Canada, c'est une euthanasie qu'on peut donner activement médicalisée, mais après les soins palliatifs. Donc, c'est un continuum. Vous voyez. Tandis qu'en Europe, c'est un droit qui a été ouvert. Et c'est là qu'il y a eu cet arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme qui dit qu'on ne peut pas tirer du droit à la vie l'ouverture d'un droit à mourir. Donc ça, c'est une protection assez forte que nous avons. C'est-à-dire que, et elle explique vraiment que comme c'est un droit absolument opposé, on ne peut pas remplacer le droit à la vie. Il serait remplacé par le droit à la mort. Et ça, c'est ce qu'on a aujourd'hui dans la législation européenne de la CEDH, mais qui est évidemment pas du tout pris en compte dans la loi actuelle qui est en train d'être votée en France. C'est ça. Et sur laquelle il faut qu'on s'appuie aujourd'hui, nous les opposants, pour essayer d'aider les députés à comprendre et à éviter et à faire valoir cela. C'est ça, exactement. Il y a aussi un point qui est important, c'est que quand on lit Pierre Simon, on a l'impression que c'est comme un État totalitaire qui va décider tout ça. Mais quand
quand on étudie un peu plus son livre et sa pensée, on voit que c'est beaucoup plus que ça s'inscrit dans le contexte libéral de notre société. Et effectivement, la nouvelle société dans laquelle on entre, ce ne sera pas un eugénisme étatique comme dans l'Allemagne nazie avec une dictature qui va exterminer systématiquement les personnes. Ça passe par quelque chose de beaucoup plus subtil et de beaucoup plus pervers. C'est-à-dire qu'on pousse, c'est un soft power. On pousse les gens à se suicider. Absolument. On pousse les gens à se suicider déjà par un discours anxiogène. Hein, le discours pro-euthanasie, c'est un discours où on joue sur les angoisses des gens par rapport à la souffrance. Pierre Simon, ça, il en parle. Il dit que c'est viscéral. Viscéral. Voilà, le viscéral. Il faut jouer sur les affects des gens, sur ce qui les prend aux tripes. L'émotion. La dictature de l'émotion. Absolument. Et effectivement, quand on voit des gens qui sont favorables à l'euthanasie, voire même qui ont adhéré à la DMD, moi j'en ai rencontré, on voit que c'est des gens qui ne sont pas des eugénistes, qui ne sont pas des monstres, mais qui sont des gens angoissés, qui ont été complètement piégés par ce discours viscéral et qui ont une angoisse par rapport à la souffrance, par rapport à la maladie, angoisse qui est légitime parce que les maladies, un cancer en phase terminale, tout ça, c'est quelque chose de terrible. Mais la réponse n'est pas l'euthanasie, la réponse c'est le soin palliatif. Parce que la personne qui n'a pas de soins palliatifs demande à mourir. Absolument. Parce qu'elle est dans une souffrance atroce. Et dans l'isolement. Mais quand elle est entourée de sa famille, quand elle est soignée, elle ne demande plus à mourir. Absolument. Et moi, je l'ai vécu pour ma propre mère. Oui. 21 jours de soins palliatifs, c'est long, hein, parce que le temps moyen en soins palliatifs, c'est moins d'une semaine. D'accord. Hein, on emmène vraiment les gens quand ils sont évidemment à l'extrémité, sinon ils sont à l'hôpital ou chez eux. Et j'avais été extrêmement impressionné du fait qu'elle était déjà dans un état d'avancement, d'endormissement, enfin vous voyez, elle ne mangeait plus, on arrête de mettre des sondes, etc. Enfin comment est-ce qu'on dit, des perfusions. Des perfusions, c'est normal, elle s'en va. Mais pour autant, il y avait un kinésithérapeute qui venait lui masser les jambes et qui venait lui masser les épaules pour essayer encore de la traiter comme un vivant. Vous voyez ? Et ça m'avait épaté, quoi. Puis moi, j'étais restée, il m'avait laissé... j'étais restée les 21 jours, je dormais sur un matelas à côté d'elle jusqu'au dernier moment. Et là, on se rend compte que nous ne sommes pas maîtres de ce passage. Ça n'est pas vrai. C'est pas elle qui a décidé. C'est tout d'un coup, l'âme est prête. Et à un moment, c'est le moment. Et cette femme qui était mourante, elle est arrivée à me réveiller à 4h du matin pour que j'assiste à sa naissance au ciel. C'est-à-dire, je suis un peu devenue sa maman dans le passage. J'ai eu cette grâce infinie. Et vous voyez, je vais vous dire, Charles et Richard et vous autres auditeurs, pour cela, jamais je ne laisserai les gens, une loi générale, décréter que la société peut donner la mort, suicider un être humain. Et surtout, une fois de plus, la manière dont Pierre Simon en parle, c'est que la société doit donner la mort. C'est ça ? Oui. En fait, la société doit éliminer l'avorton. La société doit éliminer le nourrisson contrefait. La société doit éliminer le malade. La société doit éliminer le vieillard. En fait, l'espèce a créé la société pour se défendre en tant qu'espèce, et donc l'individu a autant de dignité effectivement qu'une pousse de séquoia ou un poil de lynx. Il n'est rien par rapport aux nécessités de l'espèce. Exactement. Et c'est ça qui est terrifiant. On est vraiment dans cette logique qui est effroyable. Et ce qui est pervers, c'est qu'avec ce système d'émotion viscérale, eh bien, on arrive au résultat que veut Pierre Simon, mais sans passer par la case de l'État totalitaire. On passe par la case de la pression sociale. Et on vous fait croire que c'est vous qui décidez. Exactement. C'est le choix absolu, sacré. Vous avez le choix ultime. Ils disent tout ça à l'Assemblée nationale. C'est le choix absolu depuis « Mon corps m'appartient » des femmes. Ça vient bien effectivement du débat, du combat féministe, notamment de Margaret Sanger et Gregory Pincus,
qui sont les inventeurs, enfin ceux qui ont trouvé la pilule contraceptive, et elle qui a fondé le planning familial, parce que je vous rappelle aussi que dans votre livre, nous apprenons que Pierre Simon a fondé le planning familial en France. Exactement. Et qu'il était surtout au cabinet de Simone Veil. Exactement. Alors là, tout se rejoint, quoi. Tout se rejoint, parce qu'il y a une vision globale. De cette nouvelle société chez Pierre Simon. Il a été proche de Lucien Neuwirth au moment du vote de la loi Neuwirth. Il était dans le cabinet de Simone Veil quand la loi sur l'avortement est passée. Et il avait déjà cette logique d'étape. Hein. C'est-à-dire que lui, il disait, contraception, avortement, dans son esprit, c'est la même chose. Alors, en réalité, ça ne l'est pas, mais pour lui, ça l'est. Mais il faut séparer les deux pour avancer par étapes. Donc, on va commencer par la pilule, qui, elle, est beaucoup plus acceptable. Ensuite, l'avortement avec la loi Veil, qui n'a déjà pas grand-chose à voir avec la loi sur l'avortement actuelle, hein, qui est dans cette première étape. Et puis, ça continuera par étapes. Petit à petit, après, l'avortement, ça va s'étendre, et puis après, on arrivera à l'euthanasie et à d'autres choses. Et surtout, ce qui est très frappant, c'est que toutes ces étapes, dans la communication d'État, ou la communication publique, ou même médiatique, toute la communication sectionne ces différentes étapes sans jamais les relier, sans jamais globaliser, justement. Donc, on ne peut pas comprendre que c'est un projet général. Exactement. Et c'est cette taquilla, ce mensonge d'État qui avance pour que les gens acceptent finalement leur autodestruction. Tout à fait. C'est un système, il faut vraiment le penser globalement. Alors, et eux-mêmes le pensent globalement, parce que à un moment donné, vous citez les déclarations de l'Association pour le droit à mourir dans la dignité, ces humanistes, qui déclaraient en septembre 2022 dans un courriel adressé à ses adhérents « Nous devons accepter des concessions qui ne seront que temporaires ou transitoires ». C'est-à-dire que ce qui nous est présenté à chaque fois comme un cas limite est théorisé par eux comme étant qu'une étape. Nous devons accepter des concessions qui ne seront que temporaires et transitoires. Dès lors que le principe même de l'aide active, sous-entendu à la mort, aura été voté, le front des anti-choix aura été brisé et nous pourrons enfin avancer rapidement et faire évoluer la loi vers ce que nous souhaitons tous, une loi du libre choix qui ne comporte aucune obligation pour quiconque. Entrave. Et vous citez évidemment Jean-Louis Touraine, qui, dans cette vidéo absolument stupéfiante, il faut obtenir le plus possible. Une fois qu'on aura mis le pied dans la porte, il faudra revenir tous les ans et dire qu'on veut étendre ça. Alzheimer. Parce que dans la première loi, il n'y aura pas les mineurs, il n'y aura pas les maladies psychiatriques, il n'y aura même pas les maladies d'Alzheimer. Mais dès qu'on aura obtenu au moins une loi pour ceux qui ont la maladie de Charcot, pour certaines formes de tumeurs généralisées, on pourra étendre les choses en disant que ce n'est quand même pas normal qu'il y ait des malades, des Français, parce qu'ils ont une telle forme de maladie, et puis les autres qui n'y ont pas droit. Ils ont théorisé le fait que tout le monde puisse se faire massacrer. Exactement. C'est théorisé, c'est pensé, c'est voulu, et on fait avancer ça. Alors, dans des loges, oui, pas que dans des loges d'ailleurs, hein, il y a aussi d'autres, c'est pas que les francs-maçons, mais effectivement dans des loges, comme Pierre Simon qu'il y avait, hein, c'était... Touraine, il en fait partie, hein. C'est un Lyonnais que je connais bien, parce qu'il a été rapporteur surtout de la loi de PMA aussi. Oui. Et il était un farouche promoteur du mariage homosexuel, qui est l'étape juridique pour transformer la procréation. Ça, je vais en dire un mot après, mais c'est la même globalisation. C'est la même globalisation. Toutes les questions de société sont, d'une certaine manière, liées. Même si il y a des gens qui sont, par exemple, pour le mariage pour tous, mais contre la GPA, j'en connais, j'en ai vu. Ils ne comprennent pas, mais globalement, les grands promoteurs, eux, c'est très clair, c'est très cohérent. Et c'est ce que moi j'appelle la nouvelle société. C'est cette nouvelle société qui se met en place, qui est une société prométhéenne où on maîtrise la vie, on redéfinit la famille, on redéfinit tout. Il n'y a plus de transcendance, il n'y a plus rien. Il y a un homme un être humain soi-disant autonome. En fait, c'est une escroquerie parce que on n'a aucun choix. Mais déjà, on n'a pas le choix de naître. On n'a pas le choix de naître. J'ai pas décidé d'être là, moi. Exactement. C'est bien d'ailleurs ce qui m'a converti à Dieu, parce que c'est qui a décidé que je sois là. Bien sûr. Voilà, c'est ça. Donc après, ils auraient tous les droits de choisir, alors qu'ils n'ont pas la racine du choix. C'est scandaleux. Il y a très longtemps, il y avait Dominique Voynet, il y a plus de 20 ans, avait dit « Je n'ai pas eu le choix quant à ma naissance. Je veux avoir le choix concernant ma mort. » C'est un de leurs slogans, un de leurs arguments. C'est complètement aberrant, c'est une folie.
Et c'est une folie qui conduit évidemment à la mort, mais à la mort de toute cette société-là. De toute l'espèce. Parce qu'on voit que la démographie s'effondre. Regardez la dénatalité. Il y a une dénatalité monstrueuse. Ça ne conduira à rien du tout. C'est une culture de mort qui conduira à la mort. Voilà. Eh bien, mais alors nous allons peut-être avoir un peu d'espérance face à tout ça. J'aime beaucoup le bien satisfait avec lequel on conclut la chose. Mais non, justement, on va rebondir. Le temps qu'on y réfléchisse, justement, on va écouter un Bobino qui va nous donner, sinon des raisons d'espoir, en tout cas des raisons de s'engager. Vous aimez Radio Courtoisie, mais vous n'avez jamais donné, même pas 5 €? Arrêtez de laisser payer les autres à votre place. Faites un don maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Et vous verrez, vous vous sentirez mieux. Voilà, vous vous sentirez mieux parce que c'est sur Radio Courtoisie qu'on peut organiser une rencontre avec Charles Vaugirard, l'auteur de ce livre remarquable, La face cachée du lobby de l'euthanasie aux éditions Pierre Tecky. Ça vaut rien, ça coûte 9,90 €, mais en revanche, c'est extrêmement précieux parce que... Il y a la loi dedans déjà. Oui. Dites-le, la loi qui est pendante. Là. La proposition de loi est effectivement reproduite dans le texte, dans les annexes. Oui. Alors, ce qui manque, c'est toutes les discussions avec tous les amendements intelligents qui ont été impitoyablement refusés. Et oui, voilà. Alors, le livre a été très long, parce que les amendements, il y en a eu beaucoup. Mais il y en aura d'autres. Et il y en aura d'autres. Le débat n'est pas fini. On parle d'un passage au Sénat en janvier. Et ils espèrent à l'Assemblée février. C'est cela, Olivier Falorni. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont très énervés, d'ailleurs, parce qu'on va donner maintenant les raisons d'espérer face à cette loi. Est-ce que c'est ta chronique de 5 minutes ? Non, alors pas tout à fait, mais déjà les raisons d'espérer, c'est de savoir qu'il y a des gens qui ne sont pas contents parce que le Sénat fait de la résistance. Et le Sénat... On est tous sur le cul, si je peux me permettre, parce que le Sénat, au lieu de la franc-maçonnerie, fasse de la résistance... Alors qu'il y en a plein, ils sont tous là-bas, dont le président. Eh bien, ils n'ont pas inscrit à l'ordre du jour... alors qu'ils auraient dû le faire la semaine dernière, ils n'ont pas inscrit, la semaine il y a 15 jours, ils n'ont pas inscrit l'examen de la loi. Donc, en disant qu'il y a trop d'incertitudes et qu'il faut voter le budget, et notamment le budget de la sécurité sociale, dont cette loi d'euthanasie pourrait effectivement réduire puisqu'il y a évidemment que si on passe à l'euthanasie des personnes en fin de vie, ça fait autant de moins qui sera dépensé à l'hôpital ou dans les soins palliatifs. Voilà. Mais si vous voulez, je peux passer à ma chronique. Je disais juste qu'à l'heure actuelle, les raisons Olivier Falorni, oui, c'est qu'il y a déjà des gens furieux. Et il y a notamment eu le 4 novembre, parce qu'il faut toujours, vous savez, des personnes emblématiques qui portent le projet. Et là, c'est un gars qu'on connaît bien sur Canal+, qui y est plus maintenant, parce qu'il a la maladie Charcot, qui s'appelle Charles Bietri. Et Charles Bietri, qui est un journaliste sportif, on le met en avant, vous voyez, comme un peu, on pousse pour expliquer qu'il ne peut plus vivre comme ça, alors qu'en fait, ça fait 2 ans déjà qu'il dit qu'il va mourir et qu'il n'est plus en état, mais il est quand même en état pour faire une... Alors évidemment, je ne vais pas me moquer de lui, bien sûr, il souffre avec cette maladie, mais il a quand même pu faire une lettre au président de la République avec Olivier Falorni, qui est le porteur de la loi à l'Assemblée nationale, qui est un modem qui était déjà très mécontent contre François Bayrou, qui a scindé la loi en deux, soins palliatifs d'un côté, euthanasie, donc droit à mourir de l'autre. Et il demande, quoi donc maintenant, un référendum. Alors pourquoi un référendum, Charles, à votre avis ? Parce qu'ils sont convaincus que la population française, qui est quand même, malheureusement, l'opinion publique, qui, selon les sondages, est massivement favorable très massivement favorable à l'euthanasie, que le référendum va passer comme une lettre à la poste. Absolument, parce que... Et donc, ils sont en train de se retourner comme Macron l'avait dit. D'ailleurs, ça me plaît beaucoup dans votre livre, parce que Macron n'a pas de majuscule. J'imagine que vous l'avez fait exprès. Non, je pense que c'est une faute de frappe. Non, je n'oserais pas. Oui, mais vous avez des fautes de frappe à plusieurs pages. Hein. Et moi, j'ai bien rigolé en me disant, ils sont tellement furieux qu'ils mettent même pas une majuscule. Non, j'oserais pas quand même. Non, c'est une faute de frappe. Achetez tous la première édition avant que le bouquin ne soit réédité et corrigé.
Moi, j'ai cru que c'était sur le PDF et que c'était corrigé. Je vois l'impression et c'est bon. Mais sinon, on adore. Rien que ça, c'est un argument de vente, je trouve. Les arguments d'idées suffisent pour répondre. Mais dans ce débat, mais effectivement, c'est terrible. Ils envisagent le référendum pour être sûr que ça passe. Je suis content de voir qu'il y a de la résistance au Sénat. Effectivement, au lieu de la maçonnerie, c'est vrai que c'est complexe. Gérard Larcher est opposé à l'euthanasie. Oui, il l'a dit depuis le début. Depuis le début. Il s'était abstenu contre la constitutionnalisation de l'avortement. Oui. Après, Gérard Larcher est quelqu'un qui a aussi une dimension chrétienne. Il est protestant. Et je crois qu'il a un cheminement aussi intérieur qui est très intéressant. C'est quelqu'un d'intéressant. En tout cas, l'autre chose aussi qui est source d'espoir, c'est finalement le vote à l'Assemblée nationale. Ça a été beaucoup plus... Alors, on peut être déçu par le vote du RN parce qu'il y a quand même eu 11 ou 12 voix pour, et puis pas mal d'abstentions, enfin pas mal, quelques abstentions. Il y a quand même plus de 100 personnes qui ont voté contre, dont Marine Le Pen, je vous rassure. Mais l'UDR, par exemple, Éric Ciotti et ses 11 membres, ou 12, je ne sais plus combien ils sont, c'est du 100%. Et là où c'est plus étonnant, c'est que chez la République En Marche, enfin Renaissance, vous avez quand même un gros tiers qui a voté contre. Tout à fait. Idem chez Horizon, chez monsieur... comment Édouard il s'appelle oui, voilà, Édouard Philippe. Eh bien, c'est presque à moitié-moitié. Oui. Donc, là, vous avez des petites étincelles, peut-être, qu'on peut raviver grâce à votre ouvrage qui explique quel est donc le plan caché, le plan secret, la taquilla de la destruction de la vie humaine au nom de l'espèce humaine derrière. Et alors, j'en profite, si maintenant vous le voulez bien, pour vous faire un petit rappel des lois. Parce que cette doctrine dont nous parle M. Caillavet, M. Pierre Simon et M. Jean-Louis Touraine, ou Forlani, en fait, elle est mise en place en France dans un ordre, une temporalité qui est très efficace puisqu'elle suit la temporalité de la vie biologique. On a commencé, alors là, on me dit que, il faut que je regarde. Bien. Et donc, cette temporalité, à la différence des autres pays occidentaux, qui n'ont pas forcément commencé par la procréation, ils n'ont pas changé la contraception, et puis l'IVG, et puis le mariage. Ils ont commencé par l'euthanasie des adultes. Et vous voyez, il y a quelque chose d'inefficace dans le fait qu'ils ne suivent pas l'ordre biologique pour le détruire dans le bon ordre. Quand vous voulez attaquer quelque chose, il faut commencer du début à la fin. Comme l'Église nous dit, nous devons nous protéger la vie humaine et l'être humain, donc, et la dignité de l'être humain du début à sa fin. Eh bien, ces personnes-là, françaises, cartésiennes, ont bien compris que c'est dans cet ordre-là qu'il fallait agir. Et ça a commencé, donc, on l'a dit, avec la loi de 67, et avec la mise en place du planning familial, donc par ces gens qui étaient dans les cabinets. Vous l'avez très bien redit tout à l'heure. Donc, dès 67, sous le général de Gaulle, ça aussi, il va bien falloir le comprendre. Il n'y a pas que la gauche qui accélère, mais ça commence aussi avec la droite. Ensuite, Giscard, 74, Simon et Simone, Pierre Simon et Simone Veil. Oui. Alors que Simone Veil a toujours demandé à ce que le droit à la vie soit premier. Oui. C'est l'article 1 de la loi de 74, enfin de janvier 75. Et ensuite, il y a une exception à ce droit à la vie dès la procréation, qui est, dans des cas très précis, très encadrés, une possibilité pour les femmes de pouvoir ne pas poursuivre leur grossesse. Okay ? On en était là. Mais on voit que dès le cabinet, derrière, il y a M. Simon qui a une autre idée en tête. Et c'est ça. Et ça, vous voyez, vous nous apportez vraiment quelque chose d'extrêmement précieux pour expliquer ça à nos congénères. Tout à fait. Et en fait, c'est sans faire de jeu de mots, mais c'est une manière de faire avaler la pilule d'une certaine manière, ce morcellement
Quand il y a eu la loi Neuwirth, le général de Gaulle ne pensait pas une seconde que ça allait dégénérer comme ça, parce qu'il n'est absolument pas dans cette logique eugéniste. Alors, ce qu'il y a... ça fait partie des trucs qui étonnent chez de Gaulle. Il lance des machins, il ne se doute pas comment ça va terminer. Voilà, 58. C'était à la fin de son mandat. Ouais, c'est ça. Bon, enfin, moi, je l'aime bien, donc. Non, mais en revanche, sur quoi je voudrais insister, c'est que la loi donc, qui bloque le processus vital biologique va avoir une conséquence immédiate sur la société. C'est quoi ? Mai 68. Ah bah oui. La libération sexuelle, pourquoi ? Et le bordel généralisé, pourquoi ? Eh bien parce que on a dissocié la procréation de la sexualité. Et ça, je vous rappelle que c'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans votre livre, où Monsieur Simon dit, ou Cayavet, ou enfin les autres disent tous, c'est très important d'avoir une sexualité, de faire des enfants sans sexe. Exactement. Vous voyez comme on prépare déjà avec la pilule l'arrivée des fécondations in vitro de 30 ans plus tard. Il en parle lui-même, parce qu'il est un des promoteurs de son vivant de l'insémination artificielle. Voilà. D'ailleurs, il disait que le médecin qui transporte dans sa valise les ovules et le sperme congelés, ça fait partie de la démarche de procréation, comme un rapport sexuel en quelque sorte. C'est ça. Lui, c'était important de pouvoir faire l'amour sans faire d'enfant, et faire des enfants sans faire l'amour. Absolument. Séparation totale des deux, et c'est là où est la clé de la maîtrise de la vie. Mais bravo. Et alors, j'ajouterais un deuxième axe de maîtrise de la vie, c'est évidemment le décodage du génome humain. Oui. Quand vous avez le code humain qui n'est plus uniquement biologique, mais qui est rentré dans la même mallette, si vous voulez, d'une certaine façon, mais dans l'ordinateur de la mallette, vous avez préempté la vie. Et c'est avec ce progrès technologique aussi qu'ils se sentent tout-puissants. Est-ce que vous savez que Laurent Alexandre, par exemple, il a son code génétique dans sa poche, sur une disquette. Comme ça, il est sûr de se transmettre, enfin de rester éternellement dans une machine lui-même. C'est vraiment une espérance carcérale absolument stupéfiante. Bon, alors bref. Alors, je vais aller assez vite pour vous dire comment ça va avancer. De pair, donc. En 81, arrive François Mitterrand. Et en fait, vous allez me dire que peut-être je vais un peu loin, mais c'est surtout la suppression de la peine de mort pour les criminels. Et de ce point de vue, on pourrait dire, bon, il protège la vie. Eh bien non, parce qu'en fait, en supprimant la peine de mort pour les criminels, il donne la mort aux innocents. Et moi, je lis ça aussi avec cette avancée de la mort et cette suprématisation de la mort, notamment quand ça va rentrer dans la Constitution, que ce soit cette peine de mort, ou bien l'IVG, comme nous l'avons vécu il y a maintenant un an, en 2024, quand on a constitutionnalisé la peine de mort, l'euthanasie de l'embryon. Et panthéoniser M. Badinter, pour moi, ça relève exactement de la même chose. C'est panthéoniser la mort de l'innocent. Parallèlement, on avance sur... Là, je vois que vous n'êtes pas tout à fait... Parce que je suis contre la peine de mort. Eh bien, moi, j'étais contre, mais pas quand on met l'IVG dans la Constitution. Voilà. Alors, en fait, vous voyez ce que je veux dire ? Que c'est là, deux on inverse... sujets différents. Ah bah non. Mais... Les enfants qui meurent, ils meurent. Ah oui, non, mais je suis d'accord. Mais qu'ils ne soient pas médicalisés, mais que ça soit qu'on prenne comme moyen d'action le criminel et que lui reste en vie et que l'enfant soit mort, bah c'est la mort qui gagne. Ah, voilà. Je suis d'accord. C'est un paradoxe, en fait. Non, mais ça, c'est ce que je dis. C'est un paradoxe, c'est-à-dire que d'un côté, on abolit la peine de mort. Le pape Léon XIV Votre fameuse société, elle abolit la peine de mort pour celui qui va détruire, mais elle va détruire l'innocent, y compris... C'est d'une incohérence absolue. Sauf si vous dites que la mort gagne. Voilà. Bah là, la mort gagne, ça on est d'accord. Parce que dans la constitutionnalisation de l'IVG, on n'a pas remis le droit à la vie premier. Et oui, je sais bien. Et oui, je sais bien. Et c'est ça qu'il faut faire, si vous voulez. Donc, pour aller assez vite, à partir de 2012... on a eu le CCNE qui disait non, pas d'euthanasie, on reste toujours le rapport le comité Sicard, consultatif national d'éthique. Voilà, avec M. Sicard, puis avec Delfrécy, etc. Sauf que arrive un président de la République de gauche aussi, qui s'appelle M. François Hollande, et qui a dans ses 60 engagements, l'engagement 21,
c'est l'aide médicalisée à la fin de vie. Il dit pas encore à mourir, mais il dit à la fin de vie. Et le deuxième, c'est l'ouverture du mariage et de l'adoption, c'est-à-dire de la procréation, pour les couples de même sexe. Vous voyez que là, on va modifier, parce que, si je puis me permettre, vous n'en parlez pas dans votre ouvrage de la loi de mariage homosexuel, mais pour moi, c'est l'ouverture sociale de la procréation médicalement assistée que mettra en place en 2021 Macron avec un petit thème. Voilà. Et il fera parallèlement avancer, malgré des conventions, des états généraux de bioéthique en 2018, où nous avions dit non à tout, à la PMA sans les semences des gens, PMA anonyme, GPA et tout ce qui va arriver et ce qui va être voté. Nous avons eu, malgré tout, la loi qui a été votée en 2021, avec ces fameux embryons, chimériques, etc., pour en arriver finalement, comme vous le dites, en 2022, à la Convention citoyenne, avec des gens que Tristan de Carnet le rappelle, qui viennent des sociétés d'assurance, la mutualité, parce que eux, ça va leur faire des économies si on paye pas. Une convention, je le rappelle, organisée par le gouvernement, prétendument avec des tirages au sort, fortement encadrée en fait par toutes les associations favorables à l'euthanasie, dont on a éliminé quasiment tous ceux qui auraient pu s'y opposer, et avec des groupes de discussion fortement orientés par des personnes donc, qui encadrent ces discussions. On dit, une fois de plus, une prétendue démocratie et en fait un véritable déni de démocratie. Frédéric Rouvillois et Christophe Boutin ont excellemment analysé ces prétendues avancées démocratiques dans un ouvrage paru à la Nouvelle Librairie. Très bien. Et donc, ces citoyens étaient ceux qui étaient favorables à l'euthanasie, en disant que c'était la représentation de la société, mais comme elle est manipulée, Richard vient de nous le dire, et nous qui voulions intervenir, eh bien, nous, les anti-euthanasie, nous étions, anti cette euthanasie-là, les soins palliatifs et éventuellement la sédation profonde et continue de la loi Leonetti de 2016 pourraient sembler être un palliatif aussi, même si on peut avoir quand même des critiques. Et dernière chose, donc, cette convention aboutit à cette loi qui arrive le 27 mai, qui est votée, dont on vient de parler, et qui va revenir en février. Donc, je terminerai en disant ce qu'il faut de notre point de vue à l'Avenir pour tous, parce que là, je mets ma petite casquette de Frigide de l'Avenir pour tous, c'est de revaloriser le droit à la vie comme un don, comme vous l'avez dit. Comme le disait Axel Kahn, la dignité de l'être humain est inconditionnelle. C'est pas selon son code génétique ou sa jambe cassée ou sa trisomie. Et surtout, c'est peut-être en s'appuyant sur la Cour européenne des droits de l'homme et dans la Constitution, de militer pour le rétablir, puisque c'était la loi Veil. Eh bien, on va le dire qu'on va le faire au nom de Simone Veil. Voilà. C'est très bien vu, c'est très bien senti. Merci beaucoup. Charles Vaugirard, revenons brièvement dans les quelques minutes qui nous restent à votre livre, La face cachée du lobby de l'euthanasie. Affichons la couverture. L'eugénisme de Pierre Simon, fondateur de l'ADMD. Depuis le début, on dit qu'il y a là un discours caché. C'est parce que, en fait, ce livre de la vie avant toute chose, paru aux éditions Mazarine, a en fait disparu, n'a jamais été réédité. Voilà. Alors, on peut quand même le trouver. C'est bizarre, c'est étonnant. Pierre Simon, de la vie avant toute chose, vous tombez sur archive.org et vous pouvez télécharger le bouquin sous plusieurs formats. N'hésitez pas, achetez le livre de Charles Vaugirard, téléchargez gratuitement le bouquin de Pierre Simon qu'il a voulu dissimuler. Pourquoi est-ce que Pierre Simon, à un moment donné, se rend compte en fait qu'il a trop parlé ? Alors, ça reste énigmatique, parce qu'on n'a pas d'explication, on n'a pas de preuve qu'il y ait eu un retrait délibéré. Ce qui est vrai, c'est qu'il n'a pas été réédité, et qu'on a des témoignages de gens qui disent qu'il serait resté très peu de temps dans les librairies et qu'il aurait été retiré du marché. Pourquoi ? On ne sait pas. Est-ce qu'il aurait eu des problèmes avec la justice à cause des termes qu'il employait ? Est-ce qu'il aurait dit « Oh, j'ai trop parlé, je retire ». C'est ce qu'on dit, mais je n'ai pas de preuves. Donc, je ne peux pas être affirmatif là-dessus. Mais ce qui est vrai, c'est vrai que c'est un livre qui est complètement passé sous silence. Mais parce qu'il est eugéniste. Ben oui, voilà, c'est ça. C'est aussi simple que ça. C'est très vraisemblablement ça. Simplement, je reste prudent parce que je n'ai pas la preuve par neuf. Mais ça ressemble quand même beaucoup à cette une hypothèse. Ah ben, elles sont eugénistes.
Eh bien, le livre est très clair. Hein. Bon, vous savez, ça peut effectivement être traduit en justice, et je pense qu'ils ont eu peur de ça. Ils ont eu peur de ça, ils ont eu peur de ça. Et surtout, ça contrevenait à leur communication viscérale, émotionnelle, etc. On voyait la réalité. Tout à fait. Que nous avons maintenant intérêt à dévoiler. Il faut le dévoiler. Et il y a quelque chose que j'aimerais rajouter, c'est que par rapport à cette ce viscéral décrit Simon, il y a 2 attitudes qu'on peut avoir, différentes. Il y en a une, c'est le retour à la raison. Ça, c'est certain que sur des questions dans la vie, il faut d'abord réagir en raison. L'homme est un être de raison. Il faut savoir raisonner. Mais il ne faut pas non plus oublier la dimension viscérale, la dimension instinctive de l'homme. Pourquoi ? Moi, j'ai été témoin, il y a 20 ans, d'une jeune femme. J'ai vu dans un centre commercial à Lyon, à la Part-Dieu, 4e étage, une jeune femme se suicider devant moi. Aïe. J'étais attablé à un restaurant, en train de manger avec des amis. Et vous l'avez vu tomber. J'étais en face du cinéma l'UGC, il y avait une fosse. Oui, il y a la fosse. Je vois une très jolie jeune femme blonde, elle était magnifique, je me rappelle d'elle. Elle marchait et semblait hagard, et je la vois enjamber la rambarde. Et sur le coup, je n'ai pas réalisé tout de suite. Et j'étais en train de faire. Et le mot que j'ai dit et que mes amis se rappellent encore aujourd'hui, c'est « elle ne va pas sauter ?» Et je la vois immédiatement sauter. Derrière, je vois le vigile, un grand maghrébin qui était derrière, courir à une vitesse phénoménale. Il n'a pas pu la rattraper et il a fait une crise de nerfs après. On voyait pleurer, prostré. Oui, les pompiers, les services psychologiques l'ont pris en charge. Et je vois dans le centre commercial, les responsables venaient, m'ont parlé. La police, après, on a été entendu par la police pour témoigner. Tout le monde avait les larmes aux yeux, tout le monde était. C'est horrible. C'était profondément viscéral. L'attitude du vigile qui lui court après, c'est viscéral. Mon attitude choquée, parce que j'en parle encore maintenant 20 ans après, c'est viscéral. Et le viscéral, chez nous, c'était cette fille ne doit pas mourir. Elle veut mourir. Elle le veut, mais elle ne doit pas mourir. Mais notre devoir, c'est... Parce que le suicide, c'est pas quelque chose de normal. Quand on veut mourir, c'est qu'on a une souffrance abyssale. Et cette souffrance abyssale, on la soigne, on l'aide, on la console. On ne laisse pas cette personne se suicider qui est le sommet, enfin le fond plutôt de sa souffrance. C'est le fond de l'abîme. On ne la laisse pas toucher le fond, on la sauve. Et moi, je me rappelle que quelques mois avant, il y avait un étudiant, un jeune intellectuel à Lyon, qui me disait, qui était pro-euthanasie, et puis moi, je lui avais dit, comme prémonition, je lui avais dit, mais et s'il y a quelqu'un qui jette d'un pont devant toi, tu fais quoi ? Et puis lui, il m'a répondu, si choisit, je le laisse tomber. Ah oui ? Il n'essaye pas d'aller le sauver. Je pense que instinctivement, il serait certainement allé le sauver. C'est instinctivement, parce que c'est un être humain. C'était pas un monstre. Mais il avait ces idées complètement tordues de Pierre Simon, ou même pas forcément de Pierre Simon, mais de cette idée d'autonomie qui est que l'homme choisit sa mort. Or non, instinctivement, on a cet instinct qui est bon, qui est dans notre nature, qui est de préserver la vie, de sauver la vie de l'autre. Cette vie qu'on ne choisit pas, qui n'est pas un matériau, qui est un don, et qu'on donne. Et qu'on donne, qu'on transmet. Et qu'on transmet. C'est pour ça que c'est très grave qu'aujourd'hui, il n'y ait plus de volonté de transmission, y compris même pas de relations sexuelles chez beaucoup de jeunes aujourd'hui. Tout à fait. Je voudrais revenir sur ce que vous venez de dire, qui est le fait que spontanément, cette femme voulait mourir, mais qu'elle ne devait pas mourir, et que ça, c'était votre réaction viscérale, et que, quand bien même elle était au tréfonds de sa souffrance, ça ne justifiait pas, d'une certaine manière, qu'elle veuille mourir, et en tout cas qu'on la laisse mourir. Et c'est là toute la perversité, la cruauté des promoteurs de l'euthanasie, c'est que eux promettent, comme vous le dites, un projet parental, des enfants en bonne santé, une mort dans la dignité, et en fait... c'est une élimination des faibles, une pression sur les femmes enceintes ou leurs parents, une mort dans le désespoir et une impossibilité d'assumer sa souffrance d'avoir avorté ou euthanasié ses proches. Et vous insistez, et ça me paraît crucial, la réalité de l'euthanasie est que dans les pays où l'aide active à mourir a été légalisée, les soins palliatifs ont perdu des financements. Autrement dit, ceux qui sont en train de voter l'euthanasie en France, quel monde sont-ils en train de nous préparer ? Autrement dit, le malade souffre le calvaire et sa souffrance n'est pas prise en charge. On attend qu'il désespère. En fait, on provoque cette souffrance. On attend qu'il désespère. On attend qu'il atteigne le fond du trou pour qu'il demande à mourir et ainsi, on peut l'éliminer. C'est ça l'euthanasie. Ce n'est pas une délivrance. C'est l'élimination d'un malade que l'on n'a pas cherché à aider.
C'est exactement ça. Et ça fait partie de cette pression sociale, finalement. On ne va pas aider les gens parce que, on le voit, hein, il y a une logique comptable. Il y a même eu des déclarations là-dessus. Il y a une logique comptable à l'euthanasie. Finalement, on va faire des économies. On ne va pas investir dans les soins palliatifs. Ça coûte trop cher. Évident. Voilà, et on laisse faire. Les soins palliatifs qui pourtant sont légaux. Une loi a été promulguée. Ils sont censés être déployés. Bizarrement, il y a du retard. Tout à fait. Il y a du retard. Parce qu'il n'y a pas forcément une grande motivation là-dessus. Même si les personnels soignants, pour beaucoup, souhaitent qu'il y ait des soins palliatifs. Oui, mais il manque la moitié quasiment des départements qui n'ont pas d'accès aux soins palliatifs. C'est ça, c'est une catastrophe. Hein, c'est quand même une catastrophe. Et malgré le plan décennal qui a été voté, là, elle a été votée à 100%, la première partie de la loi, sur les soins palliatifs, sur le développement sur 10 ans des soins palliatifs. Mais c'est un chiffre de plusieurs milliards. Et donc, effectivement, ils ont voté, mais ils ne le mettront pas en place, puisque par ailleurs, il faut faire des économies de 44 milliards ou de je ne sais pas combien. Donc, c'est tout à fait, là aussi, c'est paradoxal. Oui, c'est paradoxal, exactement. C'est paradoxal et c'est terrifiant. L'eugénisme des comptables, c'est ça. C'est un eugénisme financier. Et alors, moi, j'ai un ami qui me disait aussi autre chose qui est tout à fait juste, c'est la recherche médicale. Parce que si vous tuez les malades, vous essayez pas de les soigner, vous ne faites pas avancer la recherche sur le cancer. Et donc, en fait, on régresse même sur l'avancée de la recherche, de la technologie qui pourrait aider à. Au final, la technologie, elle va servir les transhumains à développer de l'IA, des robots, le fameux monde qui va nous remplacer. Hein, c'est pour ça qu'on est en dépeuplement comme les vaches. Et puis, on ne soignera pas les maladies. L'Alzheimer, pourquoi on n'avance pas, par exemple ? Oui, tout à fait. C'est une décadence, en fait. C'est une décadence. Un grand remplacement, je dirais. Alors, le grand remplacement par la technique, par l'IA, par le transhumain, qui ne verra jamais le jour. Enfin, post-humain. Laurent Alexandre qui dit que le meilleur enseignant qu'il a jamais eu, c'est ChatGPT 5. C'est ça. Et quand j'ai vu ça hier, j'ai tout de suite tweeté en me disant, mais ces profs étaient-ils donc si nuls ? ChatGPT 5, c'est très bien, hein, mais ça remplace pas il est médecin, un grand professeur de médecine. Il a insulté tous ses profs là. Mais non, j'ai envie de dire, c'est une décadence, c'est une illusion, c'est une lubie. C'est quelque chose qui va à sa perte. Mais le problème, c'est que, alors on pourrait se dire, tant mieux, ça va à sa perte. Le problème, c'est qu'il va y avoir beaucoup de morts. C'est ça le problème. Il y en a déjà. Il faut les empêcher maintenant. Il faut les empêcher maintenant parce que ça va avoir beaucoup de morts et voilà. Vous dites il faut les empêcher maintenant. Frigide tout à l'heure nous a rappelé que au moment où le livre est imprimé, la loi était censée être discutée en octobre. Vous nous avez dit en fait elle va plutôt être discutée en janvier. Les partisans de l'euthanasie sont furieux, effectivement. Ils dénoncent une entrave démocratique au fait qu'on ne devait pas discuter immédiatement de cette loi. Ils en arrivent à réclamer un référendum sur ce sujet précisément, plutôt que sur celui de l'immigration, où les Français sont à peu près aussi unanimes que sur l'euthanasie, mais pour des raisons strictement inverses. On ne les a pas biberonnés en leur expliquant que l'euthanasie est bien, on les a insultés quand ils disaient que l'immigration était mauvaise. Ils sont quand même prêts à voter sur l'immigration et sur l'euthanasie. Au passage, il y a un député, Gilbert Bouchet, qui était atteint de la maladie de Charcot, qui est mort, et qui, lui, en tant que député malade, n'a jamais mis en avant la nécessité de l'euthanasie. Au contraire, il a passé son temps à vanter les bénéfices des soins palliatifs, et tous ses confrères qui sont en train de voter l'euthanasie l'écoutaient avec des larmes dans les yeux, et ont fait des touchants éloges funèbres sur son courage, tout en, effectivement, ne respectant pas sa volonté. Est-ce qu'on peut faire quelque chose en tant qu'auditeur de Radio Courtoisie ? Est-ce qu'on peut écrire à son député ? Quels sont les moyens ? À son sénateur, déjà. Écrire à son sénateur, écrire à son député, et à tous les sénateurs. Et à tous les sénateurs. Ça, c'est sûr, il faut faire pression en donnant des arguments, des éléments, et en défendant dans ce livre. Pourquoi est-ce qu'on n'enverrait pas le livre à tous les sénateurs ? Pourquoi pas ? On peut le faire. Il y en a plein qui n'y comprennent rien aux députés. Alors ça va peut-être être un petit budget, mais ça pourrait vraiment leur ouvrir les yeux. Voilà, Tristan, vous m'avez proposé qu'on reçoive Charles Vaugirard sur Radio Courtoisie pour vendre le bouquin. On vous propose de le distribuer gratuitement à quelques centaines d'exemplaires. Belle opération commerciale.
Non. Tout à fait, on peut faire ça. Déjà, on va en faire la promotion sur nos sites, nos réseaux numériques et compagnie pour que tout le monde ait cet ouvrage entre les mains. Et puis après, d'aller donner des arguments aux sénateurs et aux députés. On recevait l'autre jour le député Olivier Servat, c'est terrible. Ils ne savent pas de quoi ils parlent, de ce qu'ils vont voter. Il y a toute une partie et ça, lui, il est un lyote, et d'ailleurs, Falorni venait de chez lui, enfin bon, bref, je ne sais plus, mais il n'était pas très loin. Ben non, au Modem, ils étaient au Modem. Il est au Modem. Certains sont très spécialisés, les autres ne savent rien. Sur la PMA, il n'était au courant de rien. Il avait voté parce qu'on lui avait dit qu'il fallait pour les femmes, sur leur liberté. Il n'avait pas compris que toutes les femmes fertiles avaient droit à une procréation de stérile. Et que ça stérilisait donc la jante féminine et masculine au passage. Charles Vaugirard, un dernier mot sur ce sujet de l'euthanasie. Le message que vous avez envie de délivrer en 1 minute. Le message, c'est qu'il faut absolument se battre pour le développement des soins palliatifs. C'est une question d'humanité. C'est une question... Vous avez fait un très beau lapsus tout à l'heure. Vous avez parlé d'aide à l'amour. Oui, je crois que c'est ça, l'aide à l'amour. Le soin palliatif, c'est donner de l'amour à ces personnes qui sont en train de mourir. C'est ce qui montre que leur vie a eu un sens et que nous sommes là pour les accompagner aux derniers instants. C'est une question, c'est la civilisation de l'amour contre la culture de mort. C'est ça la grande question. Et voilà. Bien, bravo. Surtout pour la Toussaint et le jour des défunts qui n'étaient pas si lointains. Continuons pour eux maintenant. Exactement. Nous sommes diffusés le 11 novembre. Voilà, on fête évidemment l'armistice. On fête le 1,5 million de Français qui sont morts pour que la société française continue, pas pour que l'espèce soit préservée, non pour que la nation française continue, pour que leur fils existe en tant qu'individu et non pas en tant que membre d'un matériau indifférencié qu'est la vie. Merci beaucoup d'avoir regardé Restons Courtois sur Radio Courtoisie. Demain, vous retrouvez Arthur de Vatrigan et à très bientôt, de toute façon, sur nos ondes. Ça suffit maintenant.